Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 9e épisode du Bistrot d'Alelosque saison 5. Avec un micro, c'est nettement mieux. Bonsoir à tous, bienvenue dans Je- ce 9e épisode le- du Bistrot d'Alelosque. Bienvenue dans cette émission qui est un podcast hebdomadaire sur l'actualité du LOSC, réalisé par les supporters du LOSC pour les supporters du LOSC. Une émission qui vous est proposée par le site LOSC et les Docs du Net, que vous retrouvez chaque semaine sur notre chaîne YouTube du même nom. Alors, vous avez donc chaque semaine cette émission qui est la vôtre, à laquelle vous pouvez participer. Vous pouvez participer en direct, si vous nous regardez en direct, donc par les commentaires qui se situent normalement à la droite de notre image. Et si vous nous regardez en différé, vous pouvez réagir en différé en nous laissant un commentaire en dessous sur la page YouTube. Pour ça, vous pouvez également nous soutenir. Vous nous soutenez en nous regardant chaque semaine. Vous nous soutenez en partageant nos émissions. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de récupérer un pilier qui a disparu et que je ne retrouve pas. Donc j'espère qu'il va pouvoir se reconnecter. Donc vous pouvez nous aider en partageant nos émissions, en likant, vous cliquez sur le petit pouce, et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous aider financièrement. Cette émission, elle est gérée par une association, donc l'association des Docs du Net, et vous pouvez donc cotiser, devenir membre de cette association pour la modique somme de 10 €. Vous pouvez également acheter le fameux mug du bistrot d'Alelosque, que j'ai une très bonne nouvelle, la commande est partie, on devrait la recevoir d'ici la semaine prochaine. Donc un mug qu'on vous propose au tarif de 12 € et 10 € si vous êtes membre des Docs du Net. Et enfin, bientôt, j'ai montré la maquette au pilier du bistrot en avant-première. Bientôt sera disponible l'écharpe du bistrot d'Alelosque et des Docs du Net. On vous en dira plus dans quelques jours. Pour aborder l'actualité du LOSC ce soir, on vous donnera le sommaire juste après. Vous reconnaissez les piliers du bistrot présents ce soir. On va commencer par Georges, notre supporter le plus dunkerquois des supporters du LOSC. Bonsoir Georges. Bonsoir François, dunkerquois et tourquenois de surcroît. Donc, quel merveilleux programme qui s'annonce, aussi beau que la belle soirée, la belle semaine qu'on vient de vivre. Ne déflorons pas le sommaire, quelle surprise, on en parlera. Je spoil un peu. Bon. Ah non, tu spoil un peu, mais c'est pas grave. Il est là également ce soir, il va peut-être nous spoiler d'autres choses. C'est Guillaume. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu? Bonsoir à tous, sans spoil, je vais bien. Alors, vous le reconnaissez également, on n'arrive plus à le sortir de l'émission et à toutes les semaines, c'est Christophe Vieux. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir à toutes et tous. Ça va pas trop mal en fait, hein. Ça va pas trop mal. Bon. On va récupérer de la voix. Et vous l'avez vu un peu moins souvent, c'est sa deuxième participation au bistrot d'Alelosque, c'est Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et donc après cette belle semaine, ça peut qu'aller bien. Alors, vous voulez le sommaire? Je vais vous le donner. On va, dans un premier temps, on va revenir, je pense assez longuement, sur le rendez-vous de mercredi en Coupe d'Europe. Le Real est tombé sur un LOSC. Et dans un deuxième temps, on reviendra sur la deuxième victoire de la semaine. Toulouse, une réaction et quelques millimètres. Voilà, c'est le programme. La semaine prochaine, il n'y a pas de match. C'est la trêve internationale. On vous prépare une petite surprise, un spécial formation du LOSC. La formation, vous savez, c'est un grand chantier du club. C'est l'ADN du club, comme on dit souvent. Et on aura des invités de renom, et notamment on aura Jean-Michel Vandamme qui viendra nous rejoindre et à qui vous pourrez poser toutes les questions. En attendant, vous pouvez poser les questions en direct au pilier du bistrot présent ce soir et on essaiera d'y répondre. Alors, je vous propose de passer tout de suite, sans plus attendre, à la première partie de cette émission. Donc, le Real est tombé sur un LOSC. Alors, je dois avouer que ce titre, je l'ai emprunté au journal L'Équipe. Mais alors, c'était en 1986, pour les plus anciens d'entre nous. C'était le titre du journal, le lendemain de la défaite du PSG en 86, l'année où ils ont été champions pour la première fois et où ils avaient été invaincus pendant une vingtaine ou une trentaine de matchs. Et la première défaite, c'était contre le LOSC, lors d'un match à rejouer. Et le titre de Sur un doublé de Bernard Bureau.
Absolument. Et le titre de l'équipe, c'était le PSG est tombé sur un LOSC. Donc, j'aurais emprunté le titre. Je trouve que ça allait très, très bien à la soirée de mercredi. Un rapide tour de table. Qu'est-ce que vous auriez mis, vous, comme titre, si vous étiez journaliste et que vous auriez dû écrire un article en première page? Moi, je suis plein de rancœur, donc j'aurais mis Hermel dans ton cul. Pourquoi pas? Un peu moins agressif, peut-être, les autres? Non. Moi, je trouve que Lille-Real, ça aurait été un match Lille-Real, c'est un match irréel quelque part, tu vois. On va faire un truc là-dessus. Guillaume, Clément, je ne vous ai pas prévenu, hein, je préviens les auditeurs, c'est une question piège. Hein. La classe européenne, je dirais. La classe européenne, c'est très bien. Et pour moi, j'essaierais de rester dans le classique, j'aurais mis historique ou quelque chose dans le genre. Ouais, LOSC Royal, on a fait 11 Real. Le Real du LOSC ou quelque chose comme ça. Moi, j'aurais fait un titre à la Mohamed Eni, j'aurais fait 1 milliard de budget contre 3 Mars et un Bounty, la démontada madrilène. Voilà, un truc comme ça, simple. Simple, Bon, alors je vous ai un peu piégé, j'en suis désolé. C'est bien. On va par contre recommencer par un classique. Je vais vous demander votre débrief en 3 mots. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez également nous faire le débrief en 3 mots. Il y a vraiment aucun souci. On vous attend. Alors, qui veut commencer? Georges, tu avais initié. Allez. J'ai même trouvé 3 mots qui commencent par la lettre L, comme Lille. Logique, libéré, légendaire. Guillaume. Solidarité, tactique, Boisdi. Christophe. Maîtrise, sérénité, ambiance. Clément. Historique, mental, discipline. C'est parfait tout ça. On va développer bien sûr dans la deuxième partie de cette analyse du match. Après avoir deuxième partie du bistrot, on va parler de Toulouse. Donc, suis un peu. Donc, on va continuer l'analyse de ce Mbappé-Tico où il n'y a pas eu d'ailleurs beaucoup de Mbappé, mais bon, en tout cas c'est bien Ethan qui l'a remporté. Enfin, j'allais dire, on a quand même plus vu Ethan que Kylian. Hein. Sur le match. C'est pas faux. Et on va passer donc aux statistiques. C'est la partie que vous préférez en fait dans le bistrot d'Alelosc. Les statistiques de ce match. Alors, sur une seule page cette fois-ci, en tir, il y a 7 tirs lillois contre 12 tirs madrilènes. 3 tirs cadrés pour Lille, 6 pour le Real. 42% de possession lilloise, 58% possession madrilène. 436 passes lilloises contre près de 600 à Madrid, 84% de précision contre 87, 12 fautes lilloises contre 14 fautes madrilènes, donc une équité qui est quand même un événement parce que comme il faut 4 fautes madrilènes pour que l'arbitre en siffle une, ça veut dire que a priori c'était un peu plus déséquilibré que ça normalement. 2 cartons jaunes à 5 et 2 hors-jeu contre 0, 2 corners à 3 et en X-goal, on a 1,08 contre 1,65 pour le Real de Madrid. Alors, en essayant d'éclairer un peu ces stats sur l'idée quand même que la moitié du temps, puisqu'ils ont encaissé le but à la mi-temps, le Real était censé courir après le score et qu'au final, dans ce genre de match, ça n'a pas donné un final fort à la mot, on aurait été arc-bouté derrière parce que si vraiment on avait été dominé, les stats auraient été beaucoup plus à l'avantage du Real. Donc, c'est la preuve quand même qu'il y a eu une vraie maîtrise. Ces stats sont vraiment remarquables au niveau de la prestation lilloise, quoi. Oui, puis moi je suis un peu étonné par la possession. Comme ça, à la sortie du match, j'aurais vu une possession plus équilibrée que ce qu'elle n'était dans les chiffres. Mais bon, c'est mon sentiment personnel. Je vais vous laisser. Il y a 2 choses, je trouve, c'est que effectivement, on en parlera. Soit on a su vraiment les faire déjouer. Après, il ne faut pas se mentir. Moi, individuellement et même collectivement, je les ai trouvés aussi en dessous clairement de ce qu'ils peuvent faire. Autrement dit, on les a pris comme ils étaient prenus. On en reparlera tout à l'heure en fin d'analyse. On verra si c'est un petit Madrid ou un grand LOSC. Ce sera une des questions qu'on va se poser. En attendant, je vous propose le débrief en plein de mots. Georges,
tu as commencé en 3 mots, tu vas commencer le débrief en plein de mots. Voilà. Pourquoi Donc, ces 3 mots? J'avais dit logique parce que au final, si à la mi-temps on mène 1-0, il n'y a rien à redire. La grosse occasion de la première mi-temps, elle est pour nous, hein, cette double occasion de David. Et on les a relativement neutralisés, même si Chevalier a quelques arrêts, quelques belles anticipations, surtout très loin de son but. On reste malgré tout dans une maîtrise totale. Et même, comme je disais, en deuxième mi-temps, à part la rentrée de Modric et sur les ballons arrêtés, où finalement les plus grosses occasions arrivent de là, hormis ça, je veux dire, c'est quelques occasions, c'est 3-4 minutes de folie où on prend un bouillon. On n'a jamais réellement été mis en difficulté, sans compter que, je veux dire, même en toute fin de match, on ressort les ballons de manière assez évidente, assez facile. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça se déroule pas dans nos 20 derniers mètres pendant les 20 dernières minutes. Il y a vraiment, je repense à la petite fantaisie de Gudmundsson qui leur fait une Garrincha en toute fin de match. Ils ont été épatants, quoi. Je veux dire, il n'y a rien, à aucun moment. J'évoquais la semaine dernière une espèce de victoire à la Coupe de France, finalement, où le petit terrasse le grand. Mais j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu 2 équipes qui se regardaient dans les yeux. Et une, sans doute, qui a eu plus de mental, qui a eu plus de nerfs aussi. Il y a qu'à voir le craquage du Real de Madrid avec les quelques cartons jaunes pris en très peu de temps, voir que les mecs perdaient leurs nerfs, étaient vraiment perturbés par une équipe qui les a complètement fait déjouer. Est-ce que c'était un grand Real ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même l'équipe qui était invaincue depuis 35 matchs et depuis quasiment 1 an. Donc voilà. Ensuite, j'avais le deuxième L, c'était logique. Et le deuxième était vraiment toute l'attente, ce moment de suspense où à la fin, je me souviens, on est à 80e minute, avec Patrice, on a l'impression qu'il restait 1 heure, tellement c'était suffocant, tellement on voulait cet exploit. Mais finalement, il n'y a que nous qui étions dans le stress. Je crois que les joueurs ont su faire montre de vraie qualité, de vraie maîtrise. J'ai pas vu un joueur qui s'est fait dessus. Ils ont vraiment gardé leur truc constant. Et puis légendaire, parce que quoi qu'il arrive, à l'aune de ce qu'était ce match, je rappelle quand même que c'était pas un match où le Real était venu en tongue, quel que soit son niveau, parce qu'il a des points à prendre dans cette compétition, et que même si on le dit, c'est pas toujours évident, les 3 points à Lille, à mon avis, pour eux, c'était un objectif quasiment nécessaire, alors que nous, on faisait l'impasse là-dessus. Donc, ça reste quand même, c'est pas une victoire comme celle, par exemple, qu'on avait eue à San Siro l'année où on se qualifie pour les 8e, où on avait un Milan AC déjà qualifié, qui était venu avec une équipe 3. Là, c'est vraiment un exploit, et de surcroît, contre le plus grand club de tous les temps, contre le plus grand club, non seulement de l'histoire, mais le plus grand club actuel. Je rappelle que le Real Madrid, c'est 6 Ligue des champions gagnés sur les 10 dernières. Donc, c'est un club qui écrase l'Europe et c'est un club qui était censé nous écraser. Et au final, légendaire parce que j'ai été voir un peu les réactions. Je remets les stats, tu vois, qu'on avait montré la semaine dernière avec les séries, les séries historiques il y a 40 matchs invaincus en Liga, 38 matchs invaincus à Santiago Bernabéu, 36 matchs invaincus, toutes compétitions confondues, 25 matchs invaincus à l'extérieur et 14 matchs invaincus en Champions League. C'est énorme. Voilà. Et je voulais vraiment, pour conclure, dire que finalement, c'est un peu comme il y a eu quelques exploits comme ça au travers des clubs français en Europe. Je pense à un exploit qui a marqué au-delà des supporters du LOSC. Moi, j'ai vu énormément de gens, des supporters de l'OM, des supporters de Paris, des supporters, y compris de Lens, mais de tous les clubs de France, venir sur les réseaux dire chapeau, ce que vous avez fait, c'est phénoménal, quoi. Donc, légendaire pour ça, quoi. Guillaume, tu veux prendre la main? Ton débrief en plein de mots. Ouais, je prends la main. Moi, j'avais démarré par, j'ai dit solidarité parce que faut pas se mentir, on avait un 11 de départ qui était quand même amputé, quand même pas mal de joueurs, surtout au milieu. On aime tous Boady, mais on n'était quand même pas serein il y a une semaine en se disant qu'il allait être titulaire face à le milieu de terrain madrilène. Tu te dis même un Cabella, même des joueurs comme ça, faut pas se mentir, tu te dis c'est quand même un autre monde. Et je pense qu'au niveau, j'ai rarement vu l'équipe aussi solidaire à tous les niveaux. Ça avait vraiment fait un bloc commun. Ils se sont vraiment transcendés sur ce jour-là. Je pense qu'ils auraient tous, ils seraient tous morts pour l'un pour l'autre sur le terrain. Il faut être honnête, on l'a pas toujours vu, que ce soit dans la saison ou les saisons d'avant.
Alors j'ai dit après tactique parce que justement je trouvais que par rapport aux joueurs qu'on a mis en face, on a quand même, je trouve, hyper bien joué le coup. Alors on a été très prudent, trop prudent par moment, mais on avait, je pense, conscience de nos forces et de nos faiblesses sur ce match-là, et on a été, je trouve, ultra discipliné. Et c'est vrai que la première mi-temps, on loupe une grosse occasion avec Jonathan David de mémoire. On arrive, le penalty juste avant la mi-temps est complètement justifié. Mais tu te dis, bon, après, le péno, il faut quand même le mettre. On le met, mi-temps. Je pensais qu'on allait plus souffrir en seconde mi-temps. J'ai pas vu le Real. J'ai l'impression que le Real n'a pas non plus poussé plus que ça, hormis quelques trucs sur la fin, où Chevalier, il en sort même quelques-unes sur la ligne, les amis, notamment celle à la 89e, je me rappelle bien. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression, moi, je vais être honnête, les arrêts de jeu, j'étais pas inquiet. J'ai senti qu'on était, je caricature, un peu touché par la grâce ce soir-là, qu'il pouvait rien nous arriver. Et la fin de match, moi je la sentais assez bien. Preuve en est, c'est passé. Et j'avais mis en troisième mot Boadi. Comme je vous le disais, je l'attendais pas à ce niveau-là. C'est vrai que sur ces matchs de Ligue 1, que ce soit cette saison l'année dernière, je le trouvais avoir des difficultés pour trouver sa place. Je trouvais qu'il faisait plus souvent des passes en retrait qu'autre chose. Et là, tu te dis, ça a été le match contre l'adversaire le plus coriace, ça a été son meilleur match. Ça n'a pas été le même joueur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en seconde mi-temps, lui et 2 ou 3 autres joueurs ont commencé à faire des gestes techniques, roulettes, etc. Preuve qu'ils étaient quand même en confiance, qu'ils n'auraient pas tenté en première mi-temps. Ça, c'était quand même un indicateur aussi vraiment d'une maîtrise vraiment globale. Et moi, je lui tire un coup de chapeau, mais énorme, parce que ce qu'il a fait, mais c'est, je sais pas si une semaine après, on se rend encore bien compte du match de dingue en fait qu'il a fourni, encore plus dans ce contexte où au milieu, faut pas se mentir, on était un peu dépeuplé. Après, je pense que le Benjamin André nous a fait, je pense, le meilleur match de la saison aussi. Je pense que ça a directement aussi aidé un Boadi dans ses œuvres. Mais voilà, c'est un grand coup de chapeau en tout cas à toute l'équipe sur le terrain et au staff pour l'approche tactique et mentale du match. Alors, avant de passer la parole à Clément, que je vais mettre tout de suite dans la fenêtre, je voulais juste vous montrer les équipes pour vous faire rêver. L'équipe du LOSC, on l'a évoqué tout à l'heure, une défense à 4 avec 2 milieux de terrain, Boadi et André, et un Cabella au centre, en milieu, en relais entre la ligne du milieu et l'attaque, et puis un dispositif à gauche un peu original avec Gudmundsson Bakker qui, ma foi, pendant la première heure, a bien tenu le choc. Et puis je vais vous montrer l'équipe d'en face, parce que il faut quand même, c'était pas l'équipe B du Real, c'était, vous voyez, c'était même l'équipe A+, parce qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé, donc forcément ça ne pouvait que la bonifier. Donc c'est vraiment une grosse équipe que le LOSC a réussi à maîtriser. Alors Clément, peux-tu faire ton débrief en plein de mots en rebondissant sur les 3 mots que tu as cités tout à l'heure? Donc historique, parce que le LOSC va rencontrer pour la première fois le Real Madrid, et cette victoire, personne ne l'attendait. On estimait les chances du LOSC très très faibles. Même on se disait limite le match le plus important de la semaine, c'était celui de Toulouse. Et oui, l'approche mentale et tactique du staff et des joueurs a été parfaite. Et puis de toute façon, Genesio avait dit avant le match, pour enlever toute pression aux joueurs, que de toute façon, le club, l'équipe avait tout à gagner sur ce match. Elle avait strictement rien à perdre, donc il n'y avait pas à se mettre la race au courbouillon sur ce match. Et les joueurs l'ont très bien fait. Ensuite, donc j'avais dit discipline. Donc ça rejoint les propos de Georges et de Guillaume, que vraiment toute l'équipe, les 11 comme les 2 entrants derrière, c'était Meunier et Sahraoui, tous ont été d'une rigueur tactique exemplaire et aussi d'une grande solidarité. Typiquement, Alexandro, on se demandait où était sa place depuis quelques matchs. Depuis Strasbourg, même depuis le Havre, ça allait un peu mieux. Et je trouve là sur ce match face au Real Madrid, il a été d'une grande discipline, tout comme Bafodé Diaguité et l'ensemble de l'équipe. Ils ont vraiment muselé le Real Madrid, et ça, faut leur rendre honneur par rapport à ça. De même pour Boadi et André au milieu de terrain, ils ont été absolument sublimes tous les deux, l'un comme l'autre. Et je pense qu'ils se sont
parfaitement. Comment dire ça? Ils ont été complémentaires l'un de l'autre. Enfin, et notamment Bouhaddi, ce qui était intéressant à voir, c'est qu'il se rendait toujours disponible pour la passe, enfin faire un relais pour un défenseur, un milieu, un ailier, pour donner des solutions à droite, à gauche. Il a été vraiment très intéressant et très intelligent tout au long du match. De même, André, enfin, on trouvait qu'il tirait la langue là, depuis le début de saison. Là, face à Madrid, il a fait un match absolument fantastique. David, ben pareil, hein, au four au moulin, et avant le penalty, ben, il a fait cette fameuse double occasion face à Lounine, donc que Lounine sort parfaitement. Et non, toute l'équipe a été parfaite. Et après, j'avais dit enfin en troisième mot, mental ou mentalité, enfin, on peut dire les deux. Oui, enfin, l'équipe a répondu présent et a été d'une extrême solidarité tous ensemble. Et je pense qu'ils se sont dit, c'est le genre de match qu'on peut-être qu'on jouera qu'une seule fois dans notre vie face à ce genre d'adversaire, pardon. Enfin, notamment pour la plupart des joueurs, peut-être qu'ils ne rejoueront jamais le Real de Madrid dans leur carrière. Et donc, ils se sont dit, c'est un peu la chance d'une vie. Et donc, ils se sont fabriqués, entre guillemets, ce souvenir ensemble. Et c'est ça qui est super, quoi. Donc, voilà pour mon analyse du match. Christophe, tu vas terminer ce premier tour de table et après on reviendra sur les déclarations, notamment de Bruno Genesio à l'issue de la rencontre. Ouais, moi je trouve que la maîtrise, j'ai mis en avant parce que je trouve que c'est vrai que on a du bout de match à l'autre, on a réussi à tenir ce plan qu'avait mis en place Genesio, ce plan tactique, et on a réussi à être continuellement. On ne sait pas ce que disait Georges. C'était pas un match de Coupe de France. On n'a pas pris des joueurs qui arrivaient par 5 devant Chevalier ou des choses avec des sauvetages impossibles, même s'il y a eu un sauvetage sur la ligne, mais bon, ça peut arriver. Mais non, franchement, la maîtrise était belle. C'était vraiment super bien. Enfin, il y a énormément de. J'ai un retour, c'est chiant, mais c'est pas grave. Énormément de jeux dedans. Enfin, ouais. Et après, j'ai parlé de sérénité parce que on a quand même eu des joueurs du Real qui ont voulu pourrir le match à la fin, des tristes cires comme Rudiger ou Cavaral, et les joueurs sont restés sereins, ne sont pas rentrés dans les sbroufs, ne sont pas allés se chercher avec. Et on peut toujours avoir peur avec un joueur comme Santos, qu'on sait qu'il il peut être un peu bouillant, ou un Alexandro qui peut chauffer assez vite, ou un André qui peut perdre les pieds. Donc franchement, c'était bien d'avoir gardé cette sérénité jusqu'au bout et de faire voir au Real que pour nous, c'était pas une surprise de les battre a priori. Enfin, pour les supporters, c'était un peu une surprise, mais après pour les joueurs, pour l'équipe, c'était une éventualité qu'ils avaient envisagée et ils étaient assez sereins dans leur démarche. C'était vraiment très surprenant. On a vu un match super, mais sans se dire qu'on n'a pas volé personne, quoi. On a gagné un match en le méritant. Et puis l'ambiance, parce que quand même, faut parler de cette ambiance, quoi. Moi, j'étais dans l'ambiance pendant, je sais pas combien d'heures. Il y a eu le match et après, un peu avant. On y est toujours, hein, d'ailleurs, on y est toujours. Il y a toujours un peu. Mais l'ambiance a été extraordinaire. Et là, on n'a pas eu de capot qui ont arrêté pour parler d'autre chose, machin. Non, tout le temps, ça a chanté. Tout le temps, les deux copes, même sur les côtés, ça chantait. Il y a eu les fumis au super, il y a eu les tifos extra. Et puis, tout le match, cette ambiance, tout le match, et c'était juste énorme, quoi. Donc, on sait qu'on sait faire ça, on le fait un coup de temps en temps, mais quand ça revient, c'est quand même un super bonheur d'être dans ce stade et en plus avec le résultat, parce que je pense que même on aurait supporté qu'ils perdent, on se dit ce serait normal, quoi. Et là en plus ils ont gagné, ce qui a été quand même fantastique, quoi. Avec une défaite, on aurait peut-être bu un petit peu moins, hein. C'est possible. Bon, petit aparté, quand même, la première fois de ma vie que je chantais du Gérard Lenormand à toute fin de match. Oui. C'est vrai, ça a J'étais surpris du choix de la musique dans le stade, effectivement. Voilà. Dom Doom, juste, je voulais reprendre un commentaire de Dom Doom qui dit que le Real, on va le retrouver en finale, mais non, il a qu'un bon pronostic. En finale, on joue Brest. C'est ça. On verra qui est le meilleur pronostiqueur. Vous pouvez faire vos pronostics pour la finale de la Ligue des Champions dans les commentaires. Si c'est un on va tout enregistrer et au mois de mai, on ressortira les commentaires ne mentiront pas. Donc, tant que c'est pas Lens.
Oui, ça risque pas. Ça risque pas. Ben Je vous non, avais ils vont parlé- jouer la finale de la conférence. Ah ben non, même pas. je vous avais promis des déclarations de Genesio. Voici les déclarations de Bruno Genesio, de Pep Genesio, parce qu'il bat tous les grands entraîneurs européens à son tableau de chasse. Et il ne manque plus que Will Steele. C'est vrai, voilà. On a bien préparé le match et les joueurs ont parfaitement répondu à ce qu'on attendait d'eux, avec une très bonne première mi-temps et une deuxième avec beaucoup de solidarité et du talent dans le but qui nous a permis de garder notre cage inviolée. C'est une grosse performance. J'en ai rajouté un peu, je trouve que ça manquait un peu de grosse. Hein. Ouais. C'est ce Il y a des soirées comme ça. Il y a des soirées comme ça. C'est vrai. Il y avait beaucoup de grosses ce soir-là. Non, c'était pas un bordel à Amsterdam. Hein. Non. C'est ce pourquoi on fait. Il manquait que Tony. C'est ce pourquoi on fait. Vous allez me laisser lire les commentaires de Bruno Genesio ou quoi? C'est une révolution. C'est un peu toi qui as fait ça aussi. C'est ce pourquoi on fait ce métier. Je vais y arriver. Vous ne m'interromprez pas. C'est ce pourquoi on fait ce métier, pour partager des émotions très fortes avec le public, entre nous, avec les gens qui travaillent au quotidien avec nous. Donc là, il insiste un peu sur le contexte du match. On a choisi, c'est plus tactique, de jouer à 4 derrière et de doubler le couloir gauche avec 2 joueurs un peu plus défensifs. On voulait aussi garder Thiago et Edon qui peuvent dynamiter beaucoup de défense. L'idée était aussi de leur fermer le cœur du jeu et de jouer crânement nos chances, les faire reculer, de les mettre en danger. On va revenir sur cette phrase après. Je vais vous demander si c'est bien ce que vous avez ressenti dans la tactique de Pep Genesio. Donc, ce soir, on avait tout à gagner, ce qui est très rare. C'était Clément qui disait ça tout à l'heure. On a abordé ce match avec beaucoup de sérénité, de calme, sans pression, de le jouer à fond, de ne pas être spectateur. Et enfin, en fin d'interview, il revient sur Ayoub Boadi, donc 17 ans aujourd'hui, quoi de mieux pour lui que de les fêter avec une titularisation, une victoire et un gros match. Il a du talent, maintenant il faut savoir confirmer, mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire avec Ayoub de ce côté-là, donc il encense le petit Ayoub Boadi. Alors, cher pilier du bistrot, cher internaute, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Genesio? Est-ce que vous avez vu la tactique qu'il évoquait? Est-ce que vous l'avez vu sur le terrain? Complètement. Il a complètement éteint les milieux. Enfin, je veux dire, parce que la bataille se joue au milieu. Bellingham, Valverde, Tchouaméni ont été invisibles. André et Boadi, revenir sur la perte de Boadi, pas oublier qu'il avait des clients en face, il les a éteints, quoi. Donc, oui, moi, je pense que la tactique était clairement éprônée. Puis, on parlait je pense qu'il n'évoque pas aussi, mais le travail offensif de tous. Et là, je pense à un garçon comme Zegrova, qui habituellement n'est pas trop fan de l'exercice. Je l'ai vu défendre comme un chien, quoi. Donc, oui, je pense qu'il y a eu là-dessus. Et pour aller plus loin, même finalement, dans cette espèce de jeu de sang-froid, Christophe t'évoquait l'idée qu'on était dans la maîtrise. Je vais prendre un modèle, les cartons jaunes finalement de ce match, les cartons jaunes du Real qui sont des cartons d'énervement, d'irritation, des cartons de mecs qui sortent du match, alors que par exemple, le carton jaune de David, c'est un carton super intelligent, c'est la faute qu'il doit faire au moment précis pour casser, c'est-à-dire que je le vois arriver gros comme une maison, il fait cette faute, il sait qu'il se sacrifie, il va prendre le jaune pour casser le truc, c'est-à-dire que je trouve que même les cartons jaunes sont assez représentatifs de ce que j'ai vu sur le match. Une équipe qui maîtrisait et une équipe qui se grattait la tête, quoi. Tu m'as fait peur. Oui, Guillaume. Guillaume. Je m'étais posé effectivement la question dans le match, pourquoi le Real ne passait pas plus par l'axe. Et parce qu'à un moment donné, ils ont quand même eu 2-3 fulgurances où ils ont traversé le terrain tout seuls. Je ne sais pas si vous en rappelez. Ah ouais, sur des ils se sont baladés comme ils voulaient. Alors quand il dit on fermait le jeu dans l'axe, ouais, je vais être honnête, je ne l'ai pas toujours vu. Hein. Soyons francs. Après, sur l'aspect mental, en fait, c'était une approche complètement différente parce que d'habitude, les matchs, on a un peu la pression du résultat tout le temps. On doit prendre les 3 points à chaque fois, cher à notre président, qui disait qu'on doit avoir l'ADN de gagner en permanence, être cannibale, etc., etc. Et là, c'est vrai qu'on était clairement outsiders, ce qui nous arrive rarement. Et c'est vrai que dans cette approche-là, voilà, on s'est retrouvés, et c'est ce qui me
C'est ce qui m'agace aussi quand je vois après d'autres matchs où en fait on n'est pas au rendez-vous mental, quand je vois comment on sait se mettre à niveau certaines fois et pas maintenir ce niveau mentalement. Je vous avoue que des fois ça m'agace. Ça m'agacera encore dans la saison. Mais voilà. Et c'est vrai qu'après Boisdi, c'est ce que je vous ai dit, donc je ne vais pas me répéter. Mais c'est vrai que, et on verra par la suite, mais je trouve que ça s'est ressenti sur son match contre Toulouse ce week-end. Christophe, tu veux prendre le relais? Ouais, je pense que Genesio, ce qu'il a dit dans ses déclarations, si j'ai bien tout compris, c'est on resserre les lignes et on les empêche d'avoir de la vitesse, en gros. Hein. Parce que c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont bien réussi à faire. Le nom de Juice devant, on l'a pas vu aller très vite. Il n'a pas fait des décalages énormes, à part une fois ou deux. Hein. Le petit Brésilien en début de match, je ne sais plus comment il s'appelle, lui c'est pareil, il a fait une percée sur une balle perdue. Et donc là, on n'était pas en place. Et on s'est fait avoir. Mais le reste du temps, quand on était en place, il y avait les deux rideaux. Alors, alors moi, j'ai vu cette percée-là, j'en ai vu une ou deux deuxième, mais il n'y en a pas eu des masses parce que on a réussi à maîtriser justement le fait de les empêcher de courir trop que le ballon déjà et de faire des courses. Parce que même Mbappé, on l'a pas vu des masses sur sa rentrée. Enfin, bon, Bellingham non plus. Enfin, lui, il joue plutôt derrière, enfin, en support. Mais vraiment, c'était bien fait. On est bien cherché. Alors, il y a même des joueurs, enfin, Bakker, il en pouvait plus. Il était au bout de sa vie, à la fin du match. Hein. Même déjà à la mi-temps, il avait déjà du mal. Mais c'était bien fait, bien. Franchement, comme tu disais, Jean Zagrova, il s'est dépouillé aussi. Enfin, et puis, il y a eu des joueurs qui ont eu un rôle super important. Des joueurs du milieu. Alors, Kabela, qui a fait des efforts dans tous les coins pour aller chercher, pour aller proposer des relais ou venir défendre sur les supports défensifs de leur côté. David, qui a été super précieux à garder les ballons et à faire sa défense comme d'habitude, mais garder les ballons, les rendre propres. Il a fait des trucs de fou, hein, un coup de sombrero ou sur le côté où il y a deux mecs sur lui, il va les dribbler. Enfin, il a été vraiment impressionnant techniquement et puis, comme toujours, hein, très froid, peinard, construction péno. Et puis, au milieu de terrain, Boisdi, André. Alors, André, je crois que c'était Guillaume qui a parlé, qui a fait son meilleur match de la saison, mais alors de loin, un match XXL, bien placé, enfin, vraiment ce qu'il lui fallait. Et peut-être parce qu'il avait à côté de lui un gars comme Boisdi qui savait faire des courses, qui pouvait aller chercher le ballon un peu partout sur le terrain. Donc, franchement, en serrant les lignes comme ça, et alors, bien sûr, on n'a pas eu 25 000 occasions, mais bon. L'idée, je crois que c'était pas de trop se découvrir pour pas se prendre des contres derrière. Mais c'était vraiment, on voit ce que Genesio a voulu faire, enfin, c'est ce qu'il explique. Quoi. Alors, on va passer après au top et flop, mais avant, je voudrais avoir un élément sur ces déclarations de Genesio, sur le plan tactique de Genesio face au Real de Madrid. Est-ce qu'il a réussi le coup parfait contre Ancelotti? Il a réussi forcément, puisqu'il y a la victoire au bout, hein, et la maîtrise, il y a une vraie maîtrise tactique de la première à la 90e minute, même si ça a un peu plus chauffé les 5 dernières minutes avec les 2-3 parades de Chevalier, plus je crois un sauvetage sur la ligne de Santos. Autrement, au niveau tactique, purement organisationnel, il a vraiment collé un 4-4-2, un 4-4-2 à plat, avec 2 lignes de 4 bien serrées, comme on dit les garçons avant moi, hein, afin de vraiment étouffer, empêcher le Real de développer son jeu. D'ailleurs, il n'a pas fait trop un bloc bas ou un bloc haut, il a fait un bloc médian, afin de ne pas trop laisser de profondeur dans le dos de la défense, parce qu'on n'a pas les défenseurs les plus rapides au monde. Et puis voilà, une ligne de milieu bien resserrée. Et puis je trouvais intéressant qu'il ait mis Bakker et Gudmundsson, qui je trouve, de mémoire, hein, ils alternaient leur position entre milieu et défenseur. Puis ils étaient bien solidaires les deux. Et je trouve qu'ils se complètent bien les deux. Ils ont fait vraiment un super match dans la complémentarité. Puis pareil, côté droit, comme disait Georges, un Zegrova qu'on n'a pas l'habitude de voir défendre. Il a défendu vraiment de bout en bout, était au soutien de Santos, et quand Zegrova était derrière, Santos ça libérait un peu pour pouvoir attaquer son côté droit, et donc attaquer le côté gauche madrilène. Et il en a fait souffrir quelques-uns d'ailleurs, Thiago Santos de son côté. Et moi, ce qui m'a aussi
marqué, intéressé, c'est que l'équipe a joué au ballon. J'ai vu une vidéo là qui tournait, je crois que c'était le compte de la Ligue des Champions qui mettait ça au Canal+, je sais plus, sur une ressortie de balle à la 80e ou 85e, Ouais. où les mecs ils se démontaient pas, ils jouaient tranquillo et ils ressortaient. Et d'ailleurs, je crois c'est là que Santos il se fait sécher comme un malpropre au milieu de terrain par. Ouais, c'est ça. Qui me sèche comme un cochon en plein milieu du terrain. Comme quoi, c'est bien. Et c'est ça, en fait. En deuxième mi-temps, les gars, ils ont pris confiance. Ils se sont dit, et les gars, c'est quoi? Ils ont 2 jambes, 2 bras comme nous. On va jouer un peu plus. On va continuer à les emmerder. On va les faire dégoupiller. C'est ce qui est arrivé à 10 minutes de la fin. Ils prennent 3 cartons en 3 minutes. Les mecs, ils dégoupillaient parce qu'ils ne trouvaient pas de solution. Et ce qui est fort étonnant, quand on voit des mecs qui ont 300 matchs de Coupe d'Europe ou des choses comme ça, qui ont 3, 4, 5 Ligues des Champions à leur palmarès, ça reste des humains pareils, ils ont dégoupillé, ils pensaient que ce serait, je sais pas, peut-être plus facile ou je ne sais quoi, mais ils ont été bien emmerdés. Symboliquement, parce que tu parlais d'un geste, moi je voudrais revenir au tout dernier ballon du match. Et lui aussi, il parle énormément. Vous vous souvenez, il y a un coup franc qui est renvoyé de la tête par les joueurs lillois. Il revient un joueur madrilène, et là l'arbitre siffle pas encore la fin du match. Et il y a un pressing, je crois que ça doit être David, ou je sais pas qui, c'est un pressing, ou Faraoui sur le porteur du ballon, et le mec est obligé de reculer et de passer en retrait. Et là, il siffle la fin. C'est-à-dire on pouvait encore envisager, l'arbitre avait laissé la chance d'un ballon qu'il pouvait encore remettre dans le paquet. Et ils ont tué ça tellement dans le pressing, ils ont été. Donc, même cette dernière image, ce coup de sifflet final, il vient sur un coup de panache, un coup de panache défensif qui est à l'image du match, quoi. Ouais, alors, la scène dont tu parlais, Clément, c'est je crois qu'on appelle ça le tiki-taka des défenseurs du LOSC dans les derniers mètres, entre guillemets, ou un jeu de passe courte et qui a permis de faire remonter le ballon. Et effectivement, après, Thiago Santos a croisé le fer des Madrilènes. Mais bon, c'était en tout cas une bien belle action qui a fait le tour des réseaux sociaux. Alors, je vous propose l'exercice le plus difficile de la soirée. Le plus difficile, je ne sais pas si vous êtes capable de satisfaire à cette obligation. Je vous propose de donner aux auditeurs, ainsi qu'à moi-même, vos tops et surtout vos flops pour ce match Lille contre le Real de Madrid. Alors, pour éviter que vous nous fassiez, comme certains au Bistro del LOSC, que vous citiez les 11 joueurs de l'équipe, voire les 16 avec les remplaçants, je vous invite à limiter vos tops à 3 joueurs. Et les flops, si vous en trouvez, je serais ravi de les connaître. Qui veut commencer? Georges, tu commences? Allez. Je vais te trouver 3 flops, 3 tops et des flops, j'en ai 5. Donc, je te les donnerai après. Les tops, alors, oui, on a cité Boisdy, on a cité Chevalier. Je vais essayer d'en trouver des un peu plus originaux parce que, il y a eu 11 tops. Donc, je pense que pour son petit déboulé final où il passe tout son flanc en revue techniquement, je vais en donner un petit au Gudmundsson parce que c'est l'autre geste qu'on a vu sur les réseaux sociaux. On dit son coup à la Garrincha où il te transperce sa défense. Bon, il fait un centre en retrait, il n'y a plus suffisamment de monde, mais rien que pour ce geste-là, je vais en mettre un parce que sans doute personne l'aurait donné à Gudmundsson et il méritait aussi. Un deuxième, voilà. On en parle de Gud qui fait l'amour au Real de Madrid. Voilà. On n'allait pas rater ça. Un deuxième, un deuxième, je pense que j'ai envie de le donner tant la discrétion était forte et heureusement Christophe en a reparlé, mais le match de Cabella, parce que c'est le match du sacrifié permanent, mais qui devait exactement faire ce qu'il avait à faire. Donc un top à Cabella. Les autres, Cabella, c'est lui qui a fait un coup franc pour Zegrova d'ailleurs. Hein. En plus, oui. Donc Cabella et un troisième, Alexandro, parce que j'aurais jamais cru que dans un match, on disait toujours qu'il a ses limites, et j'aurais jamais cru que dans un match comme celui-là, ils soient en mesure d'éteindre une attaque de feu pareil, qu'on imaginait tous, on craignait tous un massacre, on craignait tous une boucherie, et Alexandro, il a été, au niveau de ses coéquipiers, il a été grandiose. Et les flops, je m'inclus dedans, c'est les 5 du bistrot d'Aller le LOSC l'année dernière qui n'ont même pas osé pronostiquer. On n'a même pas osé pronostiquer une victoire du LOSC tellement on ne croyait pas. Donc le flop, c'est nous la semaine dernière. Quoi. Bon, écoute, on prend ce flop avec beaucoup d'encouragement et on sera beaucoup plus optimiste pour le prochain match. J'étais dans l'eau, j'étais dans l'eau. Guillaume, tes tops et tes flops. Alors moi, dans les
top, je vais reprendre Goodmanson et c'est ce que j'avais dit après le match. Quand il n'est pas là, ça fait partie de ces joueurs. Quand il est là, enfin, tu commences même à le voir, et quand il n'est pas là, tu le vois tout de suite. Et il a été sur le terrain, il a chance, il a gagné tous ses duels. Il faudrait regarder dans le détail. Il a mis la pression sur les joueurs. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. En deuxième, moi, je voudrais mettre André. Parce qu'il a quand même fait un match clairement digne de son statut, de son capitanat. J'ai même eu un regret parce qu'à un moment donné, il a fait un centre-tir qui a fini sur la barre. Enfin, si elle passait celle-là, mes amis, oh là 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 là, sa légende était écrite. Hein. Donc voilà. Et en 3, moi je voulais mettre Meunier pour son entrée parce qu'il est rentré à la 80e et il a quand même fait 2-3 superbes interventions. Il a clairement organisé. Et tu te dis, le mec, il pouvait être déçu de ne pas être titulaire. Il est rentré à la 80e avec comme un mort de faim. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Surtout après ces derniers matchs qui étaient un peu difficiles. Mais je salue vraiment et son entrée et sa mentalité, très clairement. Et au niveau des flops, alors moi j'ai trouvé, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça, mais les supporters du Real Madrid dans le parquage, mais ils bougeaient pas, on les entendait pas. T'as l'impression que c'était un convoi de je m'excuse, mais de bonnes sœurs qui étaient là comme ça. Je les ai trouvés mais complètement éteints, complètement nazes. Enfin, franchement. Moi, je mettrais un bémol à ce sentiment parce qu'il faisait très bien le tifo. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais il y avait un tifo rouge et blanc en alterné. Et en fait, ils étaient dans la continuité du blanc en dessous et ça faisait très bien. Ils faisaient un magnifique tifo avec les supporters du LOSC. C'est vrai que je suis d'accord. J'avoue. Et moi, un convoi de bonne sœur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, parce que. On va pas forcément dans les endroits où on Alors, Clément, ça va être peut-être dur d'enchaîner, mais quels sont tes tops et tes flops là? Ouais, comme tu as dit en préambule, on pourrait mettre les 11 joueurs tellement ils ont été magnifiques. Mais moi, je vais essayer d'en trouver 3 pour lesquels on n'a pas trop parlé, enfin pas encore parlé du moins. Bakker, Alexandro, je vais le reprendre. Et André, parce que je trouve il a fait vraiment le meilleur match de sa saison de très très loin. Bakker, parce que je trouve que c'est un peu le clone de Goodmanson, hein, dans le style de jeu. C'est le genre de joueur, je pense que quand il est là, tu le vois, et quand il est pas là, tu commences à le sentir. Et j'espère d'ailleurs que le LOSC parviendra à le conserver l'année prochaine. Donc, on verra. Il n'y a pas d'option d'achat, c'est un prêt sec. Après, ça se négocie, je pense. Mais c'est le genre de joueur, je dis ça dans le vent, hein, mais à 6-7 millions, c'est dans les cordes du LOSC, même à 8. Hein, je pense qu'il peut être lillois dans un an. Enfin, on verra bien d'ici là. Et après, Alexandro, ultra épatant. Hein. Au-delà de ses actions défensives, même ses passes, j'ai mémoire d'une passe en début de deuxième mi-temps, vers la 50-55e, fait une passe pied droit qui casse le milieu et l'attaque de Madrid. Il envoie Santos sur orbite, et je crois que c'est là que Santos décale Zegrova, et que Zegrova frappe au but. Je crois que c'est ça, et que ça passe pas loin de la lucarne. C'est ça. Hein. J'ai eu envie de crier, Ben Taleb sort de score. La passe, le but deuxième. En plus, Alexandro, il a les deux pieds. Il est aussi à l'aise pied gauche que pied droit. Il te fait une ouverture. Non, pas trop loin non plus, quand même. On s'emballe un peu, je pense qu'on s'emballe un peu. Je pense que là, il y a un peu trop d'enthousiasme. Très sérieusement, il a été excellent. Il a été excellent. Même dans son jeu de passe, il était très bon. Et pourvu que ce soit je rejoins Clément, on vénère Alexandro. Pourvu que ce soit un déclic d'ensemble, pas seulement pour Alexandro, mais un déclic d'ensemble pour l'équipe, et pour rebondir sur ce que disait Guillaume, hein, pour finir. Cet aspect mental qui se met au niveau, qui garde cette rigueur, cette rigueur mentale à chaque match. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, chers internautes, vous vous demandez tous si Alexandro a une voie grande ouverte vers le Ballon d'Or. On va le savoir en demandant les tops et les flops de Christophe. Alors peut-être qu'avant, Georges, tu veux dire quelque chose? Non, je sais plus ce que j'allais dire. Ça me reviendra. Laisse Christophe. Oui. On te reviendra après. Si, non. C'était juste par rapport à ce qu'évoquait Guillaume, et notamment le gros passage à vide. On en avait parlé samedi soir, François. Le passage à vide de ces 4 matchs. Je pense que c'est pas anodin que ça vienne juste après une qualif en Ligue des Champions
qui n'était peut-être pas forcément attendu parce qu'on sait que c'est un exploit pour un club français de passer les barrages. Et peut-être que ça a été le moment du premier objectif, aboutissement, qui a généré une espèce de décompression. Ce qui n'empêche pas que les années précédentes aussi, on a eu des périodes où les joueurs étaient moins concernés, quoi. Mais on essaie de se l'expliquer comme ça. Peut-être que la qualif en Ligue des Champions a fait qu'à un moment, les joueurs ont eu un relâchement, quoi. Christophe, il est temps pour toi de dévoiler tes tops et tes flops. Ben moi, je mettrai en premier top, on n'a pas parlé d'un chose, je mettrai en premier top l'équipe de jeunes de Lille qui a gagné en Youth League l'après-midi, qui a gagné 2-1 en Youth League. Voilà, donc ça c'est le premier gros top parce qu'en plus je sais que j'ai entendu que Genesio l'avait utilisé cela dans son petit discours d'avant-match en disant bah écoutez, vous pouvez y croire, les jeunes l'ont fait, pourquoi pas vous. Et en plus Boadi aurait pu jouer en Youth League et jouer après-midi, jouer le soir, c'est quand même une bonne idée. Après je suis assez d'accord avec je vais pas faire original, les tops d'Anthony me paraissent les plus logiques. Alors, je vais rester dans le plus logique. Chevalier, qui est quand même un énorme gardien, parce que franchement, je pense que s'il n'y a pas beaucoup, je vois pas d'autres gardiens en France qui auraient pu nous maintenir le score, parce que c'est quand même un monstre. D'ailleurs, Deschamps l'a sélectionné, c'est pas pour rien, les mecs, ils voient clair quand même. C'est pas un fou. Il a dit qu'il avait fait un match correct quand même. Hein. Comme quoi, quand on est con, on reste pas. Non, je sais pas, il a sélectionné, mais il a laissé enfermer dans les caves de Clairefontaine. Hein. C'est pour. Non, mais il y a sa logique à lui, voilà, c'est vrai. Mais après, Santos, parce que Santos, non seulement il n'a pas pété les plombs, ce qu'il aurait pu, hein, parce qu'il s'est quand même fait malmener, quand même, et pas qu'un peu par Rudiger, et pas seulement. Et il n'est pas rentré là-dedans, il a continué à faire son jeu. Il nous sauve une balle sur la ligne quand même. Ça veut dire que jusqu'à la fin du match, il était dans son match. Et défensivement, il a été très bon également. Et franchement, Santos à ce niveau-là, je ne suis pas sûr qu'on va le garder bien longtemps, quoi. Franchement, quand il est à ce niveau-là, il est très, très, très fort. Et puis Boadi, parce que Boadi, on est quand même le jour de ses 17 ans. D'ailleurs, j'ai engueulé mon fils après le match, parce que mon troisième fils, il a 17 ans depuis quelques mois et il est toujours pas au LOSC, faut pas chier, quoi. Boadi, c'est juste énorme son match. Enfin, il a eu tout quand même. Parce que en première mi-temps, je me rappelle, il y a une action où il se porte devant. Bon, là-bas, il l'a pas, mais le LOSC n'est pas en danger, donc il revient pas. Il reste au milieu de terrain, il fait signe à Chevalier, il dit vas-y, envoie-la. Et Chevalier envoie le ballon, il a dévié pour David, et ça part devant. Mais ce mec-là, il a le culot de ses 17 ans, et quand il a joué ce match comme il a joué là, à part à la fin où il a eu un peu trop de sérénité, quand il a arrêté le pied sur le ballon en attendant que ça se passe, on a failli le payer cher. Mais le reste du temps, son match, il est énorme, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs au LOSC qui auraient pu faire un match de ce niveau-là, à cet endroit-là. Je pense que on avait, enfin, après le match, je dis ça, hein, avant le match, bien sûr. Moi, avant le match, je disais de toute façon, c'est le seul qui est formé à ce poste-là. On va pas inventer un truc, on va pas inventer Ismaël, il parlait de mettre backer, machin. Je dis bah non, faut pas inventer quelque chose, faut mettre un joueur qui sait jouer. Mais c'est compliqué quand on n'a pas. On avait une solution, donc faut l'utiliser, quoi. Et donc voilà, donc les trois tops plus les jeunes. Il est 21h20, on a presque fini ce débrief de LOSC contre Real de Madrid. Pour terminer, il y a d'abord une étape, c'est que vous qui êtes plusieurs dizaines à nous regarder en direct sur notre chaîne YouTube, vous voyez, il y a un tout petit pouce comme ça, juste en dessous de l'écran. Vous cliquez dessus, ça vous coûte rien. Vous cliquez dessus, ça référence la vidéo et ça nous fait plaisir. Donc allez-y, n'hésitez pas à liker. Tous ceux qui sont présents, likez un peu. Je veux autant de likes que de présents sur le direct du bistrot d'Aller le LOSC. Alors, pour terminer ce débrief, je vais finalement je vous posais une question tout à l'heure. Est-ce que c'était un petit Real ou est-ce que c'était un grand LOSC? Et question en corollaire, est-ce que c'est le meilleur match du LOSC que vous avez vu dans votre vie de supporter? Qui veut commencer? C'est deux questions très ouvertes. Rapidement, hein, vous développez pas trop, on a déjà beaucoup développé. Alors, est-ce que c'était oui, je peux démarrer. C'était un grand LOSC et un petit Real à la fois, je pense.
Et est-ce que c'est un des plus grands matchs? Alors que j'ai vu, moi, sur scène européenne, oui. Après, c'est des périodes différentes, mais il y a aussi des grandes étapes avant. Moi, je me souviendrai, c'était le jour de mes 17 ans aussi, tu vois. Je me souviendrai toujours du match retour contre Parme. Tu sais, typiquement. Ah. Tu jouais quelle place? J'étais en tribune centrale, écoute. Et c'était vraiment le jour de mes 17 ans, pour l'anecdote. Bon, bref. Et, La plus belle défaite de l'histoire du LOSC. La plus belle défaite de l'histoire du LOSC. Exactement. Mais voilà, et je pense qu'il y a quand même eu des grands matchs charnières, mais c'est difficile de comparer des époques différentes aussi, vous voyez. Alors, Georges, sans remonter à Prieto. Moi, le match de mes 17 ans, ça devait être une victoire 1-0 du LOSC à Toulon avec un but de Dusan Savic. Hein. C'était. Bon, on s'en passera. Moins glamour. Voilà. On en reparlera une autre fois. Alors, la question du est-ce que c'était un grand Real, tout est dans le principe à partir du moment où une équipe fait déjouer l'autre, est-ce qu'il y en a une qui était très forte et l'autre. Je ne sais pas. En tout cas, c'était un Real qui était présent avec toutes ses armes. Et un LOSC, justement, qui était amputé d'un certain nombre de titulaires. Je rappelais que les deux Gomez n'étaient pas là. Il manquait, les blessés comme Haraldsson. Donc, on se retrouvait quand même, on l'a évoqué, à devoir composer un milieu de terrain improbable avec un gamin et puis notre taulier, en espérant qu'il n'y en ait pas un des deux qui se pète, sinon c'était la mouise. Donc, rien que pour ça, moi, je crois que c'était un grand Real qui était là, qui a regagné ce week-end quand même 2-0, donc qui est peut-être pas dans sa période la plus convaincante, mais qui reste quand même un rouleau compresseur qui fait mal à tout le monde. Et la plus belle des victoires, alors, dans le jeu, peut-être pas, parce que je me dis, si je regardais le match en tant que candidat neutre, j'ai pas non plus vu, j'ai vu un vrai combat tactique, mais pas un match fou. Mais sans doute, oui, le match le plus important que j'ai pu voir, symboliquement la plus belle des victoires, parce que ça a été un combat magnifique. Ouais, ça rejoint. Il y avait avant d'autres grandes et belles victoires contre Manchester au Stade de France. Il y a eu la victoire à Parme, en effet. Il y a eu le 3-0 à Milan, mais je crois que celle-là, dans l'imaginaire collectif, et je parle là au-delà des supporters du LOSC, je crois qu'elle va éclipser toutes les autres, quoi. Clément. Alors, double question. Est-ce que c'est un petit Real ou un grand LOSC, et quel est ton plus grand souvenir finalement? Est-ce que c'est le meilleur match du LOSC auquel tu as assisté en direct ou à la télévision? Alors, petit Real, grand LOSC, assurément. Petit Real, on peut dire que oui, parce que Lille les a muselés, quoi. Le LOSC les a empêchés de jouer, donc ça a donné un petit Real qui était sans inspiration. Après, en termes de plus beau match, c'est très subjectif. En termes de marqueur émotionnel, je pense que oui. Après, en termes de jeu, moi, je suis plus jeune que vous ici, mais j'ai le marqueur pas assez récemment, le fameux Lille PSG, le 5-1 qui date d'il y a 5 ans maintenant, avec la bip. Celui-là, il était absolument fabuleux. Après, oui, la victoire 3-0 au Milan, mais bon, après, c'était en période Covid, il n'y avait personne dans le stade, donc c'était un peu particulier. J'ai aussi en mémoire, à mes 17 ans, le Lille-Lyon en Coupe de France, avec Hazard qui fait un vrai récital sur ce match-là, où il fait, je crois, un but et 2 passes décisives. Il y a encore Michel Bastos, Claude Puel qui venait de partir à Lyon, c'était en 2008-2009 par là. Donc ça, c'était un des matchs qui m'avait marqué aussi. Après, non, pour Lille et Real, vraiment, en termes émotionnels, oui, c'est pour moi le plus grand. Ouais. Christophe, est-ce que tu as eu une goutte au coin de l'œil à la fin du match? Est-ce que c'est ton plus grand souvenir? Pas qu'au coin de l'œil, hein. C'était une soirée humide. On a des photos. Cher public, si tout le monde like, on publiera les photos. C'est un de mes plus beaux souvenirs, et même pour l'ambiance. Mais j'ai vu passer sur le chat, moi, la plus belle émotion que j'ai eue, je pense que c'est quand même le but en Coupe de France à la toute dernière minute. Plus d'ailleurs un penalty raté, qu'on s'en fout d'ailleurs, mais c'est vrai que ça c'était tendu, c'était une finale. Et puis ça arrive vraiment tout à la fin avec un coup franc excentré au Bragnac, on ne sait pas trop. Et puis en plus, moi j'ai toujours un souvenir énorme parce que
je regarde le filet, je vois le filet trembler et je crie ouais, et j'ai mon fils à côté qui me regarde me disant il se passe quoi? Je dis ah, marqué. Et donc la tribune, j'avais 2 secondes d'avance sur la tribune et c'était c'était génial quoi, c'était vraiment génial. Donc là c'était génial aussi, mais on n'a rien gagné au bout, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de tout ça, mais c'était génial aussi. Après des autres matchs, il y en a plein, enfin vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, les 4-0 contre Lens, 3-0 là-bas. Enfin, il y a des grands matchs. On est quand même bien servi à Lille. Hein, on a quand même dans une saison, on a quelques grands matchs quand même. On a eu une époque Girard, on a eu une époque Antonetti, on a eu des époques bien plus tristes, Casper Zach, tout ça, il y a plus longtemps. Mais depuis quelques années, et après, voilà, je reviens aux vieilles années. Ce Monaco-Lille où on perd 4-2, je crois, ou 3-2, je ne sais plus, à Clermont-Pré, c'est un match magnifique. Mais magnifique. Mais bon, voilà. Ouais. Par contre, tu parlais des victoires, des victoires contre Lens, on parle des matchs, hein, pas des entraînements. Excuse-moi. Le 2-1 Clermont-Pré, 1-0, on revient 2-1 à la fin, c'est bien aussi ça. Enfin, mais bon. Tout ça pour dire quand même que la légende qui s'est écrite au XXIe siècle, depuis la remontée, toi comme moi, on a connu, comme François d'ailleurs, les longues soirées d'hiver au stade Clermont-Pré-Joris, dans la lumière tamiseuse. Et des fois sans lumière tamisée, voilà. Contre le PSG. Voilà, avec, voilà. En te demandant à chaque fois si finalement c'est le club qui était tellement endetté que c'est pas EDF qui avait coupé les plombs en disant faut payer messieurs. Mais en tout cas, on vivait quand même des matchs qui étaient nettement moins glamour. Hein. C'est vrai que l'embarras du choix, là, en effet, tu reparles de la finale de la Coupe de France, on pourrait évoquer, je pense à d'autres matchs, même la deuxième mi-temps à Séville qui nous relance complètement l'année Gourvenec. On a eu des matchs comme ça, magnifiques, quoi, mais qu'on avait beaucoup moins. Moi, le seul souvenir que j'ai au XXe siècle, c'est la qualif contre le Grand Bordeaux, 5-1 au match retour, quoi. Et même après ce match-là, lors des matchs à la fin des années 80 contre le Havre, est-ce que vous auriez pu imaginer, ne fût-ce qu'une seule seconde, que 30 ans après, on allait battre le Real dans un stade de 50 000 places Alors, à l'époque, je pensais même pas qu'un jour on jouerait le Real. Je pensais même pas qu'on jouerait le Real, tu vois. C'est une affiche. Il valait mieux pas à l'époque. À l'époque, il valait mieux pas. Non, mais on faisait pas le même sport qu'eux à l'époque, de toute façon. Non, c'est vrai. Pour conclure ce débrief, je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire rêver. C'est le classement après la deuxième journée de la Ligue des Champions. Alors, c'est en tout petit. Allez, Brest. Outre Brest, deuxième, effectivement, après ces 2 victoires. On était 30e après la première journée. On était ici. On se retrouve ici en milieu de peloton, 19e avec 3 points, juste devant ou au même niveau que le PSG. Juste derrière le Real de Madrid, Barcelone, on est bien en bonne compagnie. Hein. On est en bonne compagnie. Il y a aussi le Bayern de Munich qui est à ce niveau-là. Donc, on est vraiment au cœur du peloton. Je vous rappelle, l'objectif, en tout cas pour le LOSC, c'est de terminer dans les 24 premiers de cette compétition à 36 équipes, éviter les 12 dernières places pour pouvoir se qualifier pour les barrages au mois de février ou mars, je ne sais plus quand est-ce que c'est exactement, c'est plutôt février. Alors ma question pour terminer, et elle vaut aussi pour vous sur les réseaux sociaux, est-ce que vous y croyez à cette qualification? Il y a une semaine ou 15 jours, on disait qu'il faudrait 9 points pour pouvoir se qualifier. Est-ce que finalement, avec cette victoire surprise, on n'a pas maintenant une obligation de résultat pour se qualifier dans les 16e? Obligation, le mot est fort, hein, mais je dirais on décevrait. Enfin, je pense qu'en tant que supporter, on serait déçu de pas se qualifier en ayant battu le Real, c'est sûr. C'est sûr que là, ça casserait quelque chose quand même. Bien sûr. Je reprendrai juste ce que tu avais évoqué la semaine dernière en disant, nous, là, pour l'instant, on est dans les matchs de prestige. Notre compétition, elle va démarrer quand on va jouer Sturm Graz, quand on va aller à Bologne, quand on va jouer le Feyenoord de Rotterdam. Au final, outre la victoire fabuleuse de prestige, sur le bilan comptable, c'est 3 points que jamais on aurait escompté ou espéré. Peut-être si on m'avait dit évidemment que sur la première journée, on avait 3 points, j'aurais plus vu une victoire au Sporting. Et finalement, cette victoire-là, elle laisse augurer d'un truc intéressant. Elle nous soulage aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir au moins 2 matchs coup près. Aujourd'hui, on sait que, grosso modo, si la logique des 9 points fonctionne, il faut juste gagner les 2 matchs à la maison contre le Feyenoord et contre le Sturm Graz.
ce qui au demeurant n'est pas compliqué, éventuellement faire un résultat à Bologne si on se rate sur un des deux. Et maintenant, rien n'empêche de croire que, je ne sais pas, en recevant la Juve, il y a peut-être moyen de faire un truc, quoi. Je ne suis pas persuadé que la Juve soit plus forte que le Sporting cette année. Je vais jusqu'au bout. Si on est extrêmement positif, l'Atlético n'a pas l'air si impérial que ça. C'est vrai. Ouais, je pensais. Ouais. Mentalement, je pense que ça change quand même. On n'a pas une obligation, mais mentalement, ça change la donne. Les joueurs se disent on a battu le Real. On peut dire on peut battre la Juve, on peut faire un truc à l'Atlético. C'était 3 points qu'on n'est pas prévus dans le tableau de marche. On les a. Ça change la donne et comptablement et mentalement. Donc moi, je pense que c'est pas une obligation, mais ça nous ouvre clairement, ça nous montre que c'est clairement plus possible que ce qu'on pensait. Clément ? Pardon, pour ces 2 premiers matchs, on va dire sur le tableau de marche, j'aurais pensé à 1 point au Sporting et 0 point au Real, donc en voyant le calendrier. Donc là, au final, l'équipe, lui, elle est en avance, entre guillemets, sur son tableau de marche avec ses 3 points, ce qui la relance complètement dans cette course à la qualification. Donc en partant du principe, oui, que l'équipe fasse le boulot face à Grasse et face à Feyenoord, même si Feyenoord, il ne faudra pas non plus les sous-estimer. Et après, comme tu dis, Guillaume, très justement, d'un point de vue mental, en effet, l'équipe, elle a battu le Real, ils peuvent très bien dire, on a su taper le Real, on peut très bien aller gratter 1 point à l'Atlético, gratter 1 ou 3 points à la maison face à la Juve, qui plus est, si le stade est tout aussi plein avec une belle ambiance qui pousse l'équipe, le LOSC peut aller chercher 3 points face à la Juventus, qui fait beaucoup de matchs nuls en ce début de saison d'ailleurs. Et après, il reste quoi? C'est Anfield, à la fin. Après, faudra voir où est-ce qu'ils en sont au Liverpool d'ici là, et où est-ce que nous, Lillois, où est-ce qu'on en est à la fin. Peut-être que Liverpool, ils seront peut-être déjà qualifiés. Et peut-être que nous aussi. Hein. Peut-être que nous aussi. Peut-être qu'on pourra faire un s'entendre entre bons amis et faire un match nul des familles, comme on dit. On verra d'ici là, mais en effet, ces 3 points, ça donne de l'avance sur le tableau de marche. On tablait sur 1 point, on va dire, raisonnablement à l'entame de cette Ligue des Champions, sur ces 2 premières journées. Donc là, avec 3 points, on va dire que l'équipe, elle a 2 points de plus que ce qu'elle escomptait. Voilà. Ce qu'on voit aussi, et après je vais laisser intervenir Christophe, c'est que sur le classement, finalement, il est beaucoup plus serré que ce qu'on pouvait craindre. On voit qu'il y a effectivement quelques équipes qui ont 0 points et que finalement, mis à part le dernier, le 24e, je n'arrive pas à reconnaître l'écusson, mais tous ceux qui ont 1 et 0 points, c'est le PSV, sont dans le wagon de queue et dans le wagon de l'élimination. Mais grosso modo, c'est vrai que cette théorie des 9 points, elle risque d'être réelle parce il reste 6 rencontres. On s'aperçoit qu'il y a des défaites surprises, il y a des résultats surprenants, il y a des résultats logiques, mais que grosso modo, ça va se jouer à très peu de choses et que les 3 points qu'on a déjà pris, qui sont inespérés par rapport au début de saison, ils vont nous aider dans la réalisation de ce nouvel objectif. Christophe, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, moi j'avais dit, j'y croyais entre 9 et 10. Il me semble, je ne sais plus quoi j'avais dit au juste. Parce que, moi je pensais plus qu'on allait prendre plutôt 1 point ou 3 au Lisbonne et plutôt que voilà, je voulais plus donner un truc dans l'inverse, mais bon, c'est pas grave, ça va aussi. Et en plus, là, on est au match. Donc, je pense que c'est faisable parce que on a des adversaires. Alors après, il y a peut-être le syndrome, les adversaires, ils vont dire, ils ont battu le Real, il faut qu'on joue un peu plus derrière, il faut qu'on fasse gaffe, étudier le jeu, je ne sais quoi. Mais tu crois vraiment que Liverpool va faire ça? Non, Liverpool, Juventus, je pense pas. Mais les autres, plus à Grasse. J'étais plutôt Grasse ou Feyenoord plutôt que non, et Bologne, qui eux peuvent se dire attention, on va essayer de prendre 1 point peut-être. Bien que la Juve, 1 point, ça leur va aussi. Je pense qu'ils sont assez pragmatiques. Mais non, Liverpool, je pense que chez eux, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, ça sera festif.
Je sais pas encore si j'y vais, mais ça sera festif quand même. Non, mais donc oui, je pense que c'est faisable. Et ça, c'est ça le côté positif de cette sortie de match, c'est un peu ce que dit Clément, quoi. On pensait être avec un point, là on en a 3, et maintenant ça devient un objectif de se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui est c'est quand même super intéressant, quoi. Alors, On revient comme à l'époque du Gourvenec, en fait. Absolument. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Prochain rendez-vous européen, c'est un déplacement à Madrid pour le match contre l'Atlético. On aura pas mal de membres du bistrot d'Alelos, de piliers qui seront présents. Je ne vous donne pas les noms parce que tout n'a pas été confirmé, mais outre ma personne, entre guillemets, on va être 4 ou 5 normalement du bistrot d'Alelos présent sur place. On vous donne rendez-vous si vous avez l'occasion de venir. Je vois qu'Idriss sera présent. En tout cas, on sera là et on sera à la veille pour l'avant-match. On essaiera de faire pas trop long parce que le lendemain, moi je démarre à 4h du matin pour attraper l'avion. Donc j'avoue que on aura quelques excuses, on parlera beaucoup plus vite que d'habitude. Voilà, donc on a fini ce débrief du match contre le Real de Madrid, un match donc, qui laissera des souvenirs à tout le monde. Je vous propose de passer à la deuxième et à la dernière partie de ce bistrot d'Allé-le-Losc. C'est le débrief du match suivant, le match de ce week-end. Lille contre le TFC. On a appelé ça une réaction et quelques millimètres. Quelques explications sur le titre. La réaction, c'est lié à la réaction de l'équipe après avoir été menée 1-0, quelques millimètres. C'est pour faire référence au but toulousain qui a été finalement validé par la montre de l'arbitre, la technologie du goal, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais enfin, bon, ça c'est Goal Light Technology, tout à fait. Merci de votre assistance. Et quelques millimètres, c'est les quelques millimètres qui font que Bakker n'a pas été signalé hors jeu, en tout cas n'a pas été confirmé hors jeu, et a pu effectivement ponctuer la prestation lilloise par un deuxième but qui équivaut à une victoire. Comme d'habitude, mais je vais vous demander à tous, vous les auditeurs et vous les piliers du bistrot, de nous faire votre débrief en 3 mots. Allez, on va commencer. On avait un bon ordre. Georges, tu veux commencer ton débrief en 3 mots ? Allez, migraine, aspégique, guérison. Oui. Guillaume, est-ce que tu as la même ordonnance que Georges ? Première, chevalier, Boisdi. Clément, tes 3 mots pour ce match. Continuité, réactivité, solidarité. Christophe, est-ce que tu as 3 mots pour débriefer ce match ? Il y a un mot que j'ai pas, mais c'est pas grave. Alors, j'ai cafouillage. On a subi et réveil. Bon, vous savez de quoi on va parler ? On va parler des stats. Les stats du match. Alors, c'est un peu le pendant dans l'autre sens du match contre le Real de Madrid. On a 10 tirs à 9, 3 tirs cadrés partout, 58% de possession contre 42 côté lillois. On a contre Toulousain, 525 passes contre 374. On a 13 fautes à 8, 3 cartons jaunes à 2. Pas d'hors-jeu lillois, 2 hors-jeu toulousains, 4 corners à 6. On a une deuxième page de stats que je sais vous êtes fan. Donc, on a les X-goals 1,38 contre 1,44 à Toulouse, donc avantage toulousain. Et en X-points, 1,28 contre 1,42. Alors, est-ce que ces statistiques vous confortent dans votre débrief en plein de mots ? On va commencer par Georges. Ouais, pourquoi pas. Alors, moi, j'avais dit migraine. Évidemment,
Ça contrastait sur le terrain la première mi-temps avec ce que j'ai vécu contre Madrid. Là, on sentait que les contrôles étaient un peu plus longs, que les joueurs étaient un peu plus sur les talons, que les courses étaient moins enthousiastes, que c'était un petit peu compliqué. Donc, c'était la gueule de bois, je pense. Avec paradoxalement l'idée que ce n'était pas forcément les joueurs qui avaient joué mercredi, c'est même qui étaient les moins avenants sur le terrain. Et puis peut-être l'impression qu'on avait sur la première mi-temps, finalement, que la grosse équipe qu'on avait affrontée sur la semaine, c'était Toulouse, qui est une ville, je vous rappelle aussi, qui a gagné énormément de compétitions européennes, hein, mais dans un autre sport. C'est vrai. Mais au final, une première mi-temps très compliquée, donc migraine, on n'y était pas. L'aspect J, pour moi, ça a été le coaching de Genesio, qui a été... on abordait souvent l'année dernière le côté un peu dogme de Fonseca. Pour le coup, là, il est très pragmatique. Il a fait les 2 changements au moment où il fallait. Je pense qu'il a su aussi créer une munition. Les 2 qui sont rentrés, et je reviendrai sur la perf de Boadi, parce que là, je vais le mettre en top total. Mais voilà. Et forcément, la deuxième mi-temps, alors ça n'a pas été pimpant, ça n'a pas été étincelant, mais ils ont fait le boulot. Ils ont créé les occasions. Et pas pimpant, si ce n'est les buts. Hein. On a encore un premier but qui est, d'ailleurs 2 buts qui sont 2 vrais petits joyaux, qui sont 2 buts magnifiques, pour au final avoir une victoire logique et surtout une victoire qui tombe à point nommé à un moment où je pense qu'on aurait pu être très indulgent aussi si elle n'avait pas eu lieu et qui en dit beaucoup, je pense, sur la force mentale de cette équipe. Parce que c'était peut-être pas le match le plus important des 2, mais c'était peut-être le match le plus compliqué. Guillaume, tu veux prendre la suite? Alors, j'avais dit première pour démarrer, parce que de mémoire, je pense que c'est la première fois de la saison qu'on est mené au score et qu'on renverse la tendance de mémoire. C'est ça. C'est quasiment sûr, parce que je pense que toutes nos victoires sont sur des clean sheets en championnat. Et la dernière fois, c'était face à Nantes, en fin de saison dernière. Et, je trouve que c'est intéressant que ça intervienne 3 jours après ce match contre le Real, que j'espère va faire grossir un peu l'équipe point de vue mental. Deuxième, j'ai mis Boadi, et je vous avais dit tout à l'heure, ce match-là, j'espère contre le Real, ça va lui servir de déclic. Je pense que vous avez tous vu sa passe décisive pour Bakker. Vous pensez franchement qu'il l'aurait fait il y a encore 2 ou 3 semaines, honnêtement, ou saison dernière? Moi, je pense pas. Ouais, saison dernière, peut-être, ouais. Saison dernière, c'est peut-être. 2 ou 3 semaines, il ne jouait pas, mais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense que le match le fait cranter comme par hasard. Paf, première passe D en Ligue 1, 3 jours après ce match contre le Real. Moi, je me rappelle de son match en Coupe d'Europe l'année passée où il va déborder sur la droite et qu'il centre-retrait, il y a but, tu vois. C'est pas dans la piscine. C'était pas dans la piscine. Dans la piscine de Ljubljana. Ça a été un peu, je caricature, c'était à Ljubljana, d'accord. C'était un peu, je caricature, exploit sans lendemain, un tout petit peu, faut pas se mentir. Là, je trouve pas que tout à fait clairement, d'accord. il crante clairement, et ça se voit 3 jours après. Donc j'espère que ça amènera d'autres choses. Et le problème, c'est qu'on le cite souvent. J'ai mis Chevalier parce que on le prend le but, mais tout de suite en sortie de seconde mi-temps, il nous fait un arrêt, mais pareil, pas possible. La balle, il faut aller la chercher parce qu'à 0-2. À 0-2, en fait, c'est plus du tout le même match. Et je vois Hydro Rigel, là, Guillaume touche pas à mon chouchou Bakker, etc. Je n'avais pas l'intention d'y toucher. Non, moi je trouve qu'au contraire, j'aime bien ce joueur, très honnêtement, qu'il soit utilisé en latéral gauche ou un cran au-dessus devant. Moi, je trouve qu'il apporte, vraiment, et je trouve même que Ismaili va avoir du mal un peu à se refaire une place à son retour, vous voyez. Voilà, donc voilà. Après, j'aurais pu citer aussi le petit bijou de Sahraoui aussi, qui est exceptionnel. Et j'en parle souvent, et finalement, effectivement, l'approche mentale, moi, ma théorie, c'est que des matchs sont une configuration dans un contexte mental. Et là, 3 jours après le Real, paf, se remettre dedans, qui plus est après un but où ils ont été menés au score, où tu rentres à la mi-temps, tu es à 0-1, ils inversent la tendance, honnêtement, chapeau. Ouais. Sahraoui, c'est un joueur que les défenses adverses commencent à trouver très louche. Clément.
Très très bon François, très bon. C'est bon, alors, ton analyse en plein de mots. En plein de mots, que j'avais dit en premier mot, continuité. Continuité dans le sens où c'est la 3e victoire en une semaine, donc ça montre que l'équipe, elle s'est remise dans les bons rails. Donc après Le Havre, le Real, et maintenant victoire face à Toulouse, c'est vraiment pas mal. Donc ça permet à l'équipe de se repositionner aussi en championnat. Hein. Parce qu'il y a de ça 2 semaines. Bon, après, au bout de 4 journées ou 5 journées, il n'y a pas encore trop d'écart. Mais là, au bout de 7, ça commence des fois un petit peu à se faire. Et l'équipe est dans le bon wagon, je crois. Elle est à 2 ou 3 points de la 3e place. Donc elle est vraiment juste dans les bonnes places. Elle est en embuscade, c'est très bien. Surtout à l'entame d'une période un peu corsée là, au retour de la trêve estivale. Donc ça, c'est très bien. Après, j'avais dit réactivité. Donc oui, être mené 1-0 à la mi-temps. Surtout que la première mi-temps avait été... Enfin, j'ai pas trouvé l'équipe en dedans ou on va dire en nonchalante par rapport au Real. C'est juste que voilà que Toulouse avait un bon plan de jeu. Il bloquait bien les relances lilloises et Lille avait du mal à développer son jeu. Donc, je crois les vraies premières occasions lilloises, c'est vers la 20-25e minute. Avant ça, Toulouse bloquait vachement bien les Lillois qui empêchaient au LOSC de développer son jeu. Donc ça a bien bloqué de ce côté-là. Et donc après, la réactivité, elle vient aussi de Genesio, avec ces 2 changements, Bouhaddi et Santos qui rentrent à la place de Meunier et André Gomes. André Gomes, faut lui laisser le temps, il n'a pas eu de préparation, faut qu'il emmagasine les matchs, et là, des trêves comme actuellement, ça va l'aider à refaire son retard et à se montrer de nouveau précieux pour l'équipe. Et d'ailleurs, un Bouhaddi, c'est con à dire, hein, on parlait des blessures et tout ça, mais c'est aussi des fois grâce aux blessures qu'on voit éclore des joueurs comme ça. Hein. S'il n'y avait pas eu tous ces blessés, je suis même pas sûr que Bouhaddi, on le voit face au Real et on le voit face à Toulouse ce week-end. Enfin, bon, on pourra jamais refaire l'histoire, mais c'est aussi des belles histoires qui se créent comme ça. Et après, j'avais dit quoi? Ouais, et solidarité. Parce que oui, dans la continuité des derniers matchs, l'équipe est très solidaire. Il y a de l'impact en sortie de banc. Les mecs, ils sont là, ils font les efforts ensemble. Et ça, c'est très bien. Donc, ça montre une force de caractère qu'on mettait un peu en doute ces derniers temps. On se demandait si ça manquait pas un peu d'un mec un peu gueulard, à l'instar d'André, comme André, mais on va dire un cran plus haut sur le terrain, par exemple, pour voir si on n'avait pas juste une bande de gentils garçons, mais qui ne sachent pas se faire mal mentalement, on va dire. Et là, non, l'équipe montre une vraie force de caractère. Donc, je vais citer notre cher président Olivier Létang, on recrute avant tout des hommes. Là, pour le coup, l'équipe montre du vrai caractère et ça peut être de bon augure pour la suite de la saison. Christophe, à toi de jouer. Ton débrief en plein de mots. Ouais, moi, je ne suis pas de cafouillage parce que franchement, au stade, on s'est fait chier au premier mi-temps, quoi. Ça se jouait pas, c'était mauvais, c'était pas précis. Il y avait des joueurs qui étaient vraiment pas un peu ce que tu disais, Clément, mais tu disais que tes mots à toi. Mais c'est vrai qu'André Gomes, il était perdu. Enfin, il jouait en marchant, c'était son grand-père qui jouait, quoi. On a revu Meunier à la peine avec la vitesse sur son côté. Ça fait quand même au moins 2 fois cette année, voire 3, où dès qu'il y a quelqu'un qui est très rapide devant, il n'arrive pas à le tenir. Et pour moi, c'est assez inquiétant. Parce que là, franchement, c'était compliqué, mais vraiment très compliqué. On avait un pressing de Toulouse qui nous a fait subir le jeu toute la première mi-temps et on ne s'en sortait pas. Pourquoi on ne s'en sortait pas? Parce qu'on n'était pas précis et on n'était pas rapide. Donc, on n'avait quand même rien pour réussir à s'en sortir. Et franchement, les changements, on les voyait. Hein. Enfin, moi, j'aurais fait les mêmes. Hein. Personnellement, c'était un peu. Il fallait. Je confirme. D'accord. Mais franchement, c'était vraiment. Il y avait 2 gars qui étaient à la rue, mais c'est comme tu dis, Clément. Hein, ça reviendra. Les mecs, ils vont revenir il faut qu'ils reviennent dans le truc. Il faut qu'ils se remettent dans le jeu. Mais là, franchement, il fallait faire ce changement-là. Et les entrées ont changé le jeu, mais pas totalement quand même, parce que on a changé le jeu, on a eu une bonne demi-heure et après on a failli reprendre à derrière quand même. Hein, ça a été quand même chaud et c'est encore une fois le gardien qui devient l'homme du match. C'est inquiétant. Vu qu'on gagne, c'est pas trop inquiétant, mais ça serait bien qu'on le voit un peu moins. Mais donc je parle de réveil. C'est pour le valoriser auprès de Didier Deschamps, c'est pour ça uniquement. Ouais, c'est pas con. Hein. Le réveil, il vient avec les changements de Genesio.
Je pense que la causerie a dû changer aussi et qui font que derrière l'équipe a changé de visage. Angel Gomez, qu'on n'avait pas beaucoup vu en première mi-temps, on l'a vu beaucoup plus en deuxième, beaucoup plus à l'aise en jouant plus haut, jouer plus haut et puis avoir plus de balles. Et puis voilà, on a été porté vers l'avant. Et comme je vous le dis, après à la fin, on a subi un peu, mais on enchaîne les matchs, donc c'est pas toujours facile non plus, quoi. Et on a tenu jusqu'à la fin, et ça c'est une belle qualité aussi. Donc c'est que du bonheur, parce qu'en plus derrière, on voit que Toulouse sort du match en disant ça fait chier, on aurait dû gagner. Voilà, donc ils ont ce sentiment-là, et je le comprends, leur sentiment, parce qu'en fait la première mi-temps est quasiment parfaite, et en deuxième mi-temps, ils ont un peu plus de mal ils n'ont pas joué les contres, enfin ils ont eu un grand chevalier aussi. Ils n'ont peut-être pas joué les contres comme ils auraient dû les jouer plus efficacement. Et puis Lille a réussi à revenir dans le jeu avec deux actions de classe, avec après la fameuse VAR qui a duré 3 minutes 40, qui fait que ça enlève un peu la joie dans le stade. Hein. Ouais, non, on le célèbre 2 fois le but. Ouais. La deuxième fois, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Ah. Donc, mais bon, voilà, je pense qu'il y avait 2 choses à vérifier. Il fallait qu'il vérifie si Boady faisait pas faute à la récup et s'il n'y avait pas hors-jeu. Donc, il fallait qu'il avait un peu de temps pour le faire. Et puis, tant mieux pour nous, c'était but. Et voilà. Donc, vraiment, une belle semaine qui se finit bien, même si on a passé le premier mi-temps quand même très, très morose. Mais c'est pas bien grave. Au vu de la semaine, on prend tout. C'est vrai que les Toulousains regrettent un peu le résultat. Les expected goals leur donnent raison. Et on va voir ce qu'en pensent d'ailleurs les 2 entraîneurs de ces 2 équipes. Alors, on commence par Bruno Genesio, qui parle de la fierté de voir ce qu'a montré mon groupe ce soir. On a vu une première mi-temps très compliqué qui était prévisible. Il fait référence à la succession de matchs. Être capable de se remettre dans le match comme on l'a fait et d'aller chercher la victoire dans l'enchaînement des matchs est un signe très positif de la force de ce groupe. On a laissé beaucoup de force psychologique mercredi. Ce soir, je m'attendais à un début de match difficile et puis il l'a eu. La suite. Donc, le début de saison, il est bon. Il faisait référence notamment au signe alarmiste après Saint-Etienne. Donc, ça montre qu'il faut toujours garder du sang-froid et de la mesure, parce qu'il y a quelque temps, notamment à Saint-Etienne, on pouvait lire des conclusions hâtives sur notre début de saison. Aujourd'hui, on constate qu'il est satisfaisant. Et dernier point de l'interview, un focus sur 2 des joueurs du match. Lucas Chevalier, il est comme depuis le début de saison au top, régulier et dégage beaucoup de sérénité. C'est ça aussi qui est important. Il n'y a pas que des arrêts, il dégage du calme auprès de sa défense et de l'assurance. Quant à Mitch Baker, donc on en parlait tout à l'heure, il a besoin d'entraînement, de participer au match. Il a fait un gros match mercredi avec Gabi sur son côté. Et ce soir, il souhaitait le préserver un peu, mais il savait qu'il pouvait terminer le travail. Parce qu'en fait, il précise qu'il est arrivé au LOSC avec peu de temps de jeu à l'Atalanta et une petite blessure qu'il fallait soigner. Que pense... Alors, avant de vous demander ce que vous pensez des avis de Genesio, je pense que j'ai aussi après le commentaire de Carles Martinez Novel, l'entraîneur du TFC, j'allais dire du Real de Madrid, le Real de Madrid du sud de la France. Cette défaite est très difficile à accepter. Le LOSC était à domicile est très bon, mais on a très bien joué, notamment en première période, mais on doit rester dans notre match, être plus soudés. Il faut aussi que la pièce tombe du bon côté. Il fait référence à un tacle de Benjamin André qui n'a pas été sifflé dans la surface et d'un contact qui amène le 2e but lillois. Alors, il cite Mathias Fernandez Pardo, c'était pas plutôt Boady. J'avoue que je pense que c'est Boady. Le contact a été revu et pour moi, il n'y avait rien. Ouais. Donc voilà. Sur l'action d'André, c'est plus. Qu'est-ce que vous pensez de ces analyses des 2 spécialistes de ces 2 équipes? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça reflète finalement un peu l'analyse qu'on en a faite là dans le débrief il y a quelques secondes?
Bah oui, Christophe évoquait le fait que Toulouse a fait un très bon match. Franchement, ça n'aurait rien eu de scandaleux qui quitte Monroy avec les 3 points. Et voilà, nous, on n'était pas dans la même dimension. C'est-à-dire que nous, eux, ils devaient être motivés à bloc, ils allaient jouer les tombeurs du Real. Nous, il fallait justement qu'on puisse se remettre dans le bain. Donc, évidemment, ce match, l'enjeu n'était pas le même au niveau de l'entité du classement, mais je pense aussi qu'il faut rester sur l'idée que par-delà la manière qui n'a pas été convaincante, surtout en première mi-temps, on les attendait plus. Alors, ils n'attendaient même pas, puisque je rappelle que même Gildas a dit la semaine dernière, si on bat le Real, je pardonnerai une défaite contre le FC. C'est vrai. Donc, j'ai les images, je le prends. Très sincèrement, ce match-là, j'y allais sans me faire de grandes illusions sur le spectacle. Je me disais vraiment, il n'y a qu'un truc qui va compter, c'est est-ce qu'ils vont être en capacité d'aller prendre 3 points après l'euphorie de mercredi dernier. Et ils l'ont fait. Et je pense que c'est là-dessus qu'on les évalue, sur leur capacité justement à sortir de la déconvention, de l'euphorie pour aller gagner un match qui était, comme je le dis, c'était le match le plus compliqué. Alors, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les commentaires des 2 entraîneurs? Guillaume, Clément? Ouais, je vais commencer. Oui, ils ont fait un bon match. Après, Toulouse aussi, ce qui, par rapport à la saison dernière, c'est qu'ils ont perdu aussi du monde devant, Dalinga, je crois, notamment. Et que ils font des bons matchs en fait depuis le début de saison, mais ils sont quasiment barragistes, je crois, au classement là. Ils font des bons matchs, mais ils n'ont pas la finition. Donc c'est à l'image. Je pense qu'honnêtement, c'est un match samedi à l'image de leur saison. Voilà. Mais je pense qu'ils ont joué avec des tauliers jusqu'ici, parce que s'ils jouent comme ça toute la saison, je suis pas inquiet pour eux au niveau maintien, quoi. Si le mental suit aussi. Et ils ont gagné contre Le Havre, je sais. Ils ont rencontré Marseille. Ils ont rencontré Lyon, exact. Ils ont été battus à domicile par Lyon. C'était hold-up, hein, franchement. Oui, mais c'est comme ça. C'est ça aussi, c'est qu'il y a toujours. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont rageux, parce qu'ils se disent à chaque fois, c'est juste. Ouais, je suis d'accord avec l'analyse des 2 coachs. Hein. Même sur le penalty, potentiel penalty là, sur le tacle d'André, c'est très limite. Hein. Il y en a qui aussi, bon, nous, comme on dit, c'est quoi? La pièce est tombée du bon côté, mais s'il y avait penalty, c'était pas non plus un scandale. Hein. Et après, Ouais. Vas-y, Georges. Non, ça me rappelle. Oui, mais justement, ça me rappelle le penalty de Fofana contre nous lors du derby qu'on gagne 3-0. Il est sifflé, on n'a pas trouvé ça scandaleux. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il joue en effet le ballon, mais derrière, il embarque tout. Il embarque tout. Et derrière, il fait le strike. C'est ça, c'est très litigieux. Donc, tant mieux pour nous, ça tombe du bon côté. Et après, sur l'éventuelle faute sur le de Bouhaddi, apparemment sur le deuxième but, pour moi, c'est un contact dans le jeu, il n'y a pas de faute pour le coup. Oui, après, Toulouse est mal payé, hein, de toute manière, depuis le début de saison, et même face à Lyon la semaine passée, c'est assez, entre guillemets, incompréhensible qu'ils ne prennent pas au moins 1 point, si ce n'est les 3, parce que Lyon avait strictement rien fait, et puis ils gagnent vraiment sur un hold-up, le fameux match qu'on joue 10 fois et qu'on gagne 1 fois, quoi. Que Lyon a gagné 1 fois, quoi. Et non, Toulouse, pour parler un peu de Toulouse, pour le coup, oui, s'ils continuent à jouer comme ça, ils devraient s'en sortir. C'est juste qu'il leur manque un finisseur devant. Et pour revenir à notre bon vieux LOSC, ils ont réussi à se remettre dedans. Et ça, après un match, avec les émotions qu'ils ont connues mercredi, 3 jours après, se dire, faut se remettre dedans, jouer Toulouse. Et puis c'était compliqué. Hein, c'était compliqué. Donc mentalement, ils ont réussi le truc à retourner le match. Donc c'est top. C'est vraiment top. Et donc, ça, c'est bien. Et pour rejoindre l'analyse de Genesio par rapport à Bakker et Chevalier, il est dans le truc. Donc, il a une bonne gestion de son effectif, je trouve. Il y a certains joueurs qu'on aimerait des fois voir un peu plus. Mais bon, après, c'est difficile de pouvoir faire jouer tout le monde avec des temps de jeu égaux. Voilà. Genesio, on a beaucoup comparé à Fonseca en début de saison, avec notamment ses plans stratégiques, ses plans tactiques. Là où, à mon avis, il surclasse un peu Fonseca, c'est dans ses réactions directes pendant le match, sur son coaching justement, sur son adaptation aux circonstances de jeu. Christophe, je crois que tu n'as pas encore parlé sur les déclarations de Genesio. Est-ce que tu vas dans ce sens-là? Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est le gros plus. Hein. C'est le gros plus par rapport à Fonseca. Peut-être qu'il y a moins de
comment dire, de tactique fondamentale, on va dire. Le fait de jouer de cette façon, machin, voir ses déplacements à ce moment-là du match, tout ça. C'est peut-être. Il avait dit je suis plus pragmatique. Et en début de saison, il est plus pragmatique, mais il restait à 5 derrière alors qu'on n'était pas terrible. Il changeait à la 70e ou à la 80e. Il a écouté le bistrot de LOSC. Voilà. Et il changeait à la 70e ou la 80e comme Fonseca. Je me suis dit, pour un pragmatique, ça peut rater. Mais là, depuis 3-4 matchs, on va dire, on revoit un Genesio qui est en effet plus pragmatique. Et je pense que dans les histoires d'avant, en fait, il avait toujours eu des bonnes périodes avec derrière des gros trous. J'espère que l'environnement du LOSC lui permettra de ne pas avoir ce genre de saison comme ça. Parce que dans son effectif, il y a peut-être des joueurs un peu plus habitués à jouer le haut du tableau et puis avec une autre mentalité. Et non, Genesio, c'est vraiment intéressant. Sa façon dont il a réagi là, la façon qu'il a abordé le match du Real. Enfin, vraiment, c'est vraiment intéressant la façon de faire. Maintenant, je ne sais pas s'il arrivera à faire un miracle avec Bayo, par exemple, mais c'est plutôt très positif. Et pour en revenir à Toulouse, oui, je comprends l'histoire de Toulouse, parce que nous aussi, on a des matchs où on sort en disant, purée, le match contre Paris, par exemple. En disant, purée, la décision arbitrale, machin, on perd 3-2, on aurait peut-être pu revenir au score, voire gagner. Voilà. Et ça, des matchs comme ça, c'est vraiment chiant. Si on revient au tac d'André, c'est juste devant moi, c'est vrai que c'est compliqué de pas siffler les fautes là-dessus, quoi. Mais parce que il y a quand même un excès d'engagement assez clair, quoi. Après, bon, il touche le ballon, on va dire, mais voilà, j'ai fait une séance d'arbitrage ligue l'année passée, il y a 2 ans, je sais plus, le mec a dit, il faut s'adapter au niveau d'engagement du match. Donc on devait être sur un match super engagé, je m'en suis pas rendu compte, mais donc c'était normal, c'était au niveau d'engagement du match. Moi, vous me connaissez, je suis pas arbitre, mais je suis super objectif. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Non, après Turpin, il s'est fait insulter tout le match, alors que forcément il fait plutôt un match correct, mais bon, c'est son attitude qui est assez hautaine, on va dire, donc ça fait que les gens le prennent en grippe. Mais alors, non. T'as remarqué le mec sur la Gold Night Texology, il était là à leur montrer, t'as vu, j'ai une Rolex, moi j'ai une Rolex. Hein. C'était. Non, mais il fait tout doucement avec son air fier en disant c'est bon, les gars, c'est bon, on discute pas. Hop. Comme quand il met un carton, voilà, c'est tout, on n'en parle plus, allez hop. Donc c'est pas le mec qui est dans le dialogue, quoi. Mais après, voilà, non, je comprends le seum de l'entraîneur de Toulouse et je comprends ce que dit Genesio dans sa gestion d'effectifs et la joie que tu peux avoir à gagner un match où tu n'as même pas les expected goals, voire même peut-être pas les PPDA, mais que tu arrives quand même à gagner, quoi. Donc ça, c'est quand même un kiff total. On avait les PPDA, mais tout juste. Vraiment tout juste. Vraiment tout juste. En gros, les PPDA, c'est quand tu baises l'adversaire, quoi. C'est ça. C'est un beau résumé. C'est un beau résumé. Alors, il est déjà 22h05, on a été très bavard. Je vous propose de passer rapidement au top et au flop de ce match. Moi, je vais vous donner un flop tout de suite. Je vais vous donner un flop, c'est pour DAZN, c'est ça? Ça se prononce comme ça, la chaîne, DAZN, la chaîne de télé préférée de tous les Français qui se sont abonnés, ou presque. J'en connais quelques-uns qui se sont abonnés, qui ne sont pas très satisfaits. Mais bon, c'est un autre sujet. J'ai un fils qui a été heureux. Il a été un des premiers. Au niveau PPD, là, il s'est fait avoir à fond. Je voulais mettre un flop sur le DAZN qui est illustré finalement par la réaction des joueurs et du staff lillois qui ont refusé d'aller aux interviews à la mi-temps et à la fin de match auprès de DAZN pour protester contre notamment l'horaire du derby à Lens, hein, le derby qui aura lieu le samedi alors que Lille joue le mercredi à Madrid, donc à l'extérieur, le temps de revenir, alors qu'il y avait des matchs le dimanche qui sont occupés par des équipes qui ne jouent pas du tout l'Europe. Et donc, c'était très, très simple de programmer ce match-là le dimanche et non pas le samedi. Un jour de récupération, c'est quand même important dans une semaine de 3 matchs. Donc voilà, donc en tout cas, le LOSC a voulu protester.
bien leur a pris. Ils ont certainement une amende de la Ligue, mais on s'en fout. À un moment, il faut savoir dire les choses et dire que les calendriers, ils doivent se construire d'une façon logique et en tout cas qui ne pénalisent pas les clubs qui vont représenter la France sur les 4 coins de l'Europe. C'était un coup de gueule du LOSC que je partage tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi et je trouve même qu'ils auraient dû aller plus loin, mais c'est-à-dire non seulement pas répondre aux interviews de DAZN, mais laisser leurs interviews en exclusivité à IPTV pour vraiment les faire chier parce que ils ont été nazes au niveau de la programmation. On est habitué, DAZN, ils sont mauvais sur tout. Par exemple, mon fils regardait pendant le VAR, vous savez, pendant que Turpin décidait s'il y a hors-jeu ou pas. Lui a mis sa chaîne DAZN. Les mecs, au prix où tu payes, ils te foutent même pas la VAR, quoi. Tu vois même pas le ralenti, tu sais, tu vois juste pendant 5 minutes l'image de Turpin qui a la main sur l'oreillette. Donc, c'est une chaîne naze qui fait payer très cher et en plus, il y a une programmation qui prend même pas en compte les doléances et l'importance. Enfin, je veux dire, on a un LOSC qui brille parce que c'était le cas aussi. Là, on aurait très bien pu jouer Toulouse dimanche. Ça laissait un jour de récup après le match du Real. Donc, gros carton rouge à DAZN et j'espère qu'ils vont vite quitter le giron de la Ligue 1, quoi. Voilà, c'est la deuxième fois on me signale que le LOSC fait une protestation contre DAZN. Il y avait déjà lors du match de Saint-Etienne où ils ont refusé de jouer pour pouvoir protester contre les conditions de diffusion par DAZN. Donc il faut signaler le courage du club lillois. On les salue bien fort. Alors, vos top et flop après cette longue digression. Clément, on va commencer par toi. Tes top et flop sur ce match. Moi, top Chevalier, Boadi et Sarawi. Et en flop, j'en ai pas. J'ai pas envie d'en mettre après cette belle semaine. J'ai pas envie d'en mettre. Georges, top et flop. Alors, j'avais les mêmes tops que Clément, donc je vais essayer d'en trouver d'autres quand même. Je vais garder Boadi pour une raison précise, c'est que justement, je crois que Guillaume l'avait évoqué à demi-mot, mais moi j'avais dit la semaine dernière, surtout si Boadi fait un grand match contre le Real, ce serait bien de le laisser au repos contre Toulouse parce que j'imaginais un gamin de 17 ans, lui pour le coup, le sas de décompression, il était important. Et déjà, autant, il m'avait surpris parce qu'on a abordé le match extraordinaire qu'il a fait contre le Real, mais qui n'était pas un match d'enthousiasme et galvanisé, qui était juste un match de maîtrise et de mec talentueux. Et là, il est re-rentré et il a fait exactement ce qu'on attendait de lui dans un match, parce que justement, l'année dernière, la différence, c'est qu'il avait fait quelques très beaux matchs, on se évoquait, et puis après, il avait des trous d'air monumentaux. Hein. Vous vous souvenez de sa sortie à Montpellier, et il y a quelques autres matches où il est absolument catastrophique. À Monaco, où il amène le but. C'est ça. Et là, j'ai trouvé qu'il était dans le rebond. 3 jours après, c'est énorme. Enfin, je veux dire, il y a 17 ans, moi j'ai vu un briscard, quoi. J'ai vu un taulier qui, d'ailleurs, a changé en partie à son échelle à lui le cours du match. Alors, c'est normal, hein. L'année dernière, il avait 16 ans, il était jeune, il expérimenté, mais il a 17 ans, c'est un homme. C'est ça. Voilà. Puis sa ligne titulaire. Le deuxième top, alors évidemment, les deux de Clément, donc je vais mettre Aimi Sarawi. Moi, je vais mettre Angel Gomez. Première mi-temps très moyenne. Et en deuxième mi-temps, on a retrouvé le boss, quoi. Avant, celui qui va arriver le 24 mai, le boss sur le terrain, c'était c'est bon vu Angel. Et un troisième, Genesio, pour ce coaching, justement, très pragmatique, pour le fait de ne pas s'être démonté, d'avoir reconstruit le coaching de Genesio en troisième top. Les flops, on l'a évoqué, oui, la rentrée d'André Gomez, même si ça entend qu'évidemment, il a besoin de temps. On sait que le mec sort quasiment d'une saison blanche. Bon, il n'empêche que sur ce match-là, il n'a pas été au top du tout. Thomas Meunier, et puis bon, ça m'embête un petit peu de le mettre parce qu'il a été merveilleux mercredi, mais David n'a pas fait son plus beau match ce samedi, quoi. Guillaume, tes top et flop. Au niveau des tops, honnêtement, j'ai le même tiercé que vous. Sarawi, Boadi et Chevalier pour les raisons qu'on a évoquées. Dans les flops, pareil, j'essaie un peu de sortir. J'ai pensé à... Voilà, pourtant, il a fait un match top mercredi aussi, ça me gêne un peu, mais André, c'est vrai que sur la faute qu'il fait, on doit prendre carton, c'est vrai qu'on s'en tire vachement bien, il ne faut pas se mentir. Voilà. Et c'est vrai que Meunier, comment vous dire, je suis très content qu'il ne parte pas avec l'équipe de Belgique là, pendant la trêve.
et qu'il puisse se reposer, parce que clairement, ça va lui faire du bien, parce que ça fait pas que cette semaine sur laquelle tu as l'impression qu'il est complètement cuit, en fait. Donc, je pense que là, il y a tout un... Est-ce qu'il paye un peu son été un peu compliqué avec le départ de Turquie un peu de manière précipitée, il n'avait pas eu trop de préparation, il a pris le train en marche. Chez nous, il a été très bon dans un premier temps, je pense qu'il est en train de payer le truc. Donc voilà, je pense que c'est un joueur à qui il faut du repos pour faire une prépa physique, ça lui fera du bien. Voilà, donc je le mets quand même dans les flops. Voilà, j'ai pas plus. Voilà pour ma part. Christophe, tes top et flop pour ce match? Malheureusement, encore une fois, Chevalier. J'aimerais bien qu'un jour il soit pas dans les tops, qu'on n'ait pas vu du match. On ne sait même pas si c'est lui ou Gerbich dans les buts. Tu vois, je vais dire, un match qu'on aurait pu gagner avec Jardim, ça n'existe pas. Voilà. Après les entrants, je trouve que moi je mettrais les entrants. Je suis d'accord avec les tops que vous avez mis, mais je mettrais Santos, je mettrais Balouli, je mettrais Bakker qui ont fait des belles entrées. Balouli. Non, parce que Balouli c'était pour après, Balouli. J'allais dire pour les flops, André Gomes, c'était le Balouli du milieu de terrain. Voilà. On l'a vu vraiment à la peine. Il avait du mal à faire 5 mètres. Enfin, c'était vraiment triste. Hein. Franchement, quand on sait le joueur de classe que c'est, j'espère que là, il va se remettre en forme et qu'il va revenir au niveau où on l'a connu au LOSC il y a 1 an et demi, 2 ans, ou il y a 1 an et demi, où c'était vraiment un top player. Et là, franchement, le voir jouer comme ça, moi, ça m'a fait de la peine. Et puis, flop à Meunier également, parce que ça fait Strasbourg, il était vraiment à la rue complète. C'est vrai qu'il fait 10 bonnes minutes contre le Real quand il rentre à la fin, où il fait les tacles qu'il faut pour s'imposer. Mais là, encore une fois, il fait une mi-temps mais très très compliquée, quoi. Et dès qu'il y avait de la vitesse en face, il n'a pas su gérer et pas moyen, quoi. Donc c'était vraiment compliqué. Donc voilà, j'espère que ces joueurs-là, c'est des joueurs d'expérience. Donc non, j'espère pas que c'est des joueurs d'expérience, ce sont des joueurs d'expérience. Mais j'espère qu'ils pourront profiter de la trêve pour se retaper, retrouver un peu de tonus, de la vivacité, et puis voilà, qu'on ait deux arguments en plus, quoi. Balouli en flop, c'est vraiment de l'acharnement. Hein. Je suis désolé d'insister là-dessus. C'est un scandale. Ouais, c'était le Balouli du milieu que je voulais dire avant de dire Boisdi. Voilà. Alors, justement, donc, pour terminer ce bistrot, il n'y aura pas de pronostic, il n'y a pas de match cette semaine. Hein. C'est les Bleus qui reprennent le dessus. C'est une semaine internationale. On parlait de repos pendant ces 15 jours. Il y a quand même 11 Lillois qui sont en sélection. Alors, je vais 11 ennemis avec Chevalier qui est dans la cave de Clairefontaine. Donc, en A, il y a Angel Gomez qui part en Angleterre, Gudmundsson qui va en Suède, Zegrova en Kosovo, Mandi qui va en Algérie, Bayo en Guinée, Sahraoui pour le Maroc, David pour le Canada. Ah, et chez les espoirs ou dans les sélections plus jeunes, il y a Santos qui retourne chez les espoirs portugais et Boadi, Olmeta et Touré qui sont sélectionnés en U20. Donc 15 jours un peu particuliers, repos pour les uns et sélection pour les autres, avant 2 séries de matchs qui sont quand même assez impressionnantes. On commence par un déplacement à Monaco, un vendredi. Le mercredi, on est à Madrid pour l'Atlético. Le samedi, à Lens pour le derby. Ensuite, une semaine de répit pour le match contre Lyon à domicile. On enchaîne ensuite avec la Juventus, excusez du peu, et on termine par le match à Nice, avant une nouvelle trêve de 15 jours, pour un sprint avant Noël. Et là aussi, à domicile, on reçoit Rennes, Brest et Marseille, excusez du peu, si on regarde le classement de la saison dernière. Et on se déplace à Montpellier avec les 2 matchs à fort enjeu pour le LOSC en Ligue des Champions contre le Sturm Graz et Bologne. Alors, cette fin d'année, comment vous la sentez? Est-ce que vous pensez que la trêve est bienvenue? Est-ce que vous pensez que finalement, après ces 2 matchs, le LOSC a pris le bon rythme? Et en tout cas, on peut être plein d'espoir pour cette fin de saison. Ou est-ce que vous pensez que ça va être vraiment très dur? Finalement, on a mangé un peu de pain blanc si on accepte un peu le Real de Madrid et que là, ça va vraiment devenir compliqué. Moi, je pense qu'on va avoir des séquences, comme on a vu ça en début d'année. On aura des séquences où tout va bien et des séquences un peu plus compliquées. J'ai peur que ce soit un peu comme ça, un peu jusqu'à la fin de l'année civile. Tant qu'on aura autant de matchs que ça.
Ou alors, il faut vraiment qu'on retrouve plein de joueurs. Je sais que Mukao, il serait sur le retour, là, il est en train de s'entraîner. Parce que là, l'effectif, il est quand même assez réduit. Je veux dire, si devant, devant, on a David. Aïe. Si on n'arrive pas à faire jouer Bayo, milieu de terrain, actuellement, il manque plein de joueurs. Il faut qu'on les récupère. Mais Mukao, il va revenir bientôt. Mais Mbappé, c'est pas avant je sais pas combien de temps. Et puis, on n'a aucune certitude sur Mbappé. Il y en a pour 2-3 mois, apparemment. Il s'est fait opérer ce matin. Il y en a pour 2-3 mois. Et on ne sait pas ce qu'il vaut, hein. C'est un jeune, il débute, on verra bien. André Gomez, faut le récupérer. C'est pour ça que je dis que c'est important qu'il se retape parce que il faut qu'il soit dans le turnover parce qu'on a besoin de lui. Et je suis un peu moins inquiet sur les ailes, en défense sur les ailes. Par contre, en défense centrale, c'est pareil, hein. On a Alexandro qui fait des bons matchs depuis 3 journées. J'espère que ça continuera. Diakité, c'est pareil. Il a eu un moment plus difficile, ça va. Mais après, s'ils sont pas là, on met qui ? Il y a quand même, tu vois, voilà. Et dans le turnover, on a vu que quand on a mis Mendy, c'était compliqué. Il y a peut-être un Ousmane Touré qu'on pourrait essayer, quoi. Mais franchement, c'est. Qui peut jouer en défense centrale. Il y a Fernandez. Oui, mais a priori, on ne le voit jamais. Il veut pas, a priori, je ne sais pas. C'est vrai que le fameux Fernandez qu'on avait recruté au mercato d'hiver dernier, on l'a quasiment jamais vu. J'ai pas de souvenir. Je ne sais même pas s'il joue encore dans la réserve. Je ne sais même pas. Je n'ai pas suivi, mais il n'est pas blessé. En tout cas, il a la disponibilité de l'équipe comme Zedatka à droite. Tu vois, Zedatka. J'ai jeté un froid. Allez, les autres, qu'est-ce que vous pensez de cette fin d'année pour le LOSC, Clément? Je vais m'y lancer. Ouais, c'est compliqué de faire des pronostics vu qu'à chaque match sa vérité. C'est sûr que sur le papier, ça paraît très compliqué. Mais bon, regardez, on est capable de perdre à Saint-Etienne et de battre Madrid. Donc, on est autant capable de gagner à Monaco et de perdre à Auxerre. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Oui, l'équipe ne gagnera pas tout, c'est certain. Elle perdra des matchs, c'est presque certain aussi. Il faut prendre match après match. Après, oui, le plus important, c'est de retrouver des blessures pour redonner, que l'équipe et le staff aient de nouvelles solutions afin de faire un turnover et garder une certaine fraîcheur dans l'effectif. Donc Muko, oui, apparemment, ça devrait pas tarder à revenir. Ça parle de mi-octobre ou fin octobre, donc ça ne saurait tarder. Haraldsson, c'est un peu plus loin, ce serait plutôt fin novembre, début décembre. Et Mbappé, il ne faut même pas y compter avant le début d'année civile. Donc ça fait un peu de monde. Et il y a Ismaili aussi, mais bon, après, côté gauche, sur les ailes, on est moins embêté avec Gudmundsson et Bakker. Ismaili, s'il revient qu'en janvier, c'est moins embêtant. Et surtout au milieu de terrain, on est embêté. Et comme tu disais, Christophe, en défense centrale, donc là, déjà quitté Alex, ça tient pour le moment. Bah après, il faut voir Mendy, quand il aura sa chance, je pense qu'il rejouera, on le reverra. Il faut voir ce qu'il peut donner. Et après, un Thomas Meunier et André Gomez, des trêves comme actuellement, où ils ne sont pas en sélection, où ils peuvent se retaper, c'est pas plus mal. Et David, pour compléter par rapport à la trêve, il n'aura qu'un match à jouer contre le Panama, je crois, en match amical, sauf qu'il joue le mercredi, donc 2 jours avant le déplacement à Monaco. C'est génial, ils font vraiment des programmations géniales. C'est merdique à chaque fois. Et à chaque fois qu'il revient un mercredi comme ça, le samedi, c'est compliqué, quoi. On verra peut-être Bayo, Bayo, je m'enflamme pas, loin s'en faut. Je dis juste qu'il a l'air d'être de meilleures dispositions mentales et visiblement beaucoup plus dans un état d'esprit collectif, à pas faire la gueule et à ronger son frein sur le banc. Mais voilà, quand il joue 5, 10, 15 ou 20 minutes, il s'y donne un peu plus que l'an passé ou il y a 2 ans, pardon. Même quand il était off, c'était pas la folie. Mais il a l'air un peu mieux, le garçon, dans la tête. Et puis il avait fait, je crois, des rentrées pas trop mal. Donc on le reverra peut-être en rotation, ou peut-être là, vendredi à Monaco. Ça m'étonnerait que David y débute. Donc il y a fort à parier qu'on voit Bayo en pointe. Et puis on ne sait jamais. Hein, s'il claque 2-3 buts par-ci, 2-3 buts par-là, c'est toujours ça de prix. Hein. Moi, ça me gêne dans la prépa. Ça me gêne dans la prépa parce que, à mon avis, pour Bayo, Monaco, c'est une demi-bière, demi-limonade et de la grenadine. Hein. Ouais, et puis tu me notes de la bouche. Moi, j'allais dire que pour le moment, Bayo était plus connu pour ses sorties que pour ses rentrées. Et on espère que ça va changer avec les. En espérant, voilà, qu'il y aille avec panache.
Avec C'est panache. dur parce que je pense que c'est pas le seul à sortir dans l'équipe de Lille, par exemple. Mais bon, je pense que c'est T'as- moins discret. T'as des tuyaux, toi. Toi, t'as des infos. Voilà, mais il est peut-être le moins discret, ouais, c'est ça. Enfin, il était peut-être le moins discret. Oh, Voilà. tu te souviens de la génération Mavouba quand même? Ouais, mais Oui, dans ceux qui sont actuellement, bon, c'est quand même le moins discret, je pense. Oui. Bon. Alors, du coup, je ne sais, j'ai perdu le fil. Je ne sais pas qui s'est pas encore exprimé sur cette fin d'année. Guillaume, je pense. Ouais. Moi, je pense que le facteur X, ça va être l'effectif. D'une part, déjà, qu'on n'ait pas de blessés supplémentaires. Effectivement, le retour le retour un peu des joueurs qu'on a cités. Moi, je serais tenté de dire progression rapide mais prudente. Prenons match par match. Après, on peut avoir des bonnes surprises. Je compte vraiment sur les 2 derniers matchs pour changer une dynamique mentale dans l'équipe. À voir. Ben écoute, on espère que tout ça va se réaliser. En tout cas, on arrive sur une fin d'année qui va être passionnante. Encore 15 jours avant la reprise du championnat. Mais je vous rappelle quand même que la semaine prochaine, il y aura du Bistrot d'Alelos. On vous a préparé une émission spéciale. Une émission qui, j'espère, vous intéressera. Une spéciale formation. Donc, on aura des invités, on aura des piliers particuliers, des spécialistes de la formation à la Lilloise. Donc, on est en train de vous préparer tout ça et on espère que vous serez nombreux pour ce Bistrot magazine de trêve internationale. En tout cas, je voulais remercier une nouvelle fois tout le monde. On va commencer par remercier vous, les internautes qui nous suivez régulièrement. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous avez été plusieurs dizaines sur le direct et on espère vous retrouver très nombreux après sur le replay. N'oubliez pas, vous pouvez partager notre publication. Si chacun fait un petit partage du YouTube sur ses réseaux sociaux, ça va nous ramener de nouveaux piliers de bistrot peut-être. Donc cette émission est la vôtre. Vous pouvez y participer en faisant notamment la promotion. Donc merci à vous, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Je voulais remercier aussi bien sûr les piliers du bistrot, ceux qui étaient présents ce soir. Je vais commencer par notre ami Christophe. Merci Christophe, merci d'être venu. Merci tout le monde et c'est un plaisir. Merci à toi Clément pour ta deuxième. J'espère que tu as pris autant de plaisir que la première fois. Oui, si je suis revenu, c'est que ça s'est bien passé et je reviendrai avec grand plaisir. Merci à toi Guillaume pour ta nouvelle participation au Bistrot d'Alelos. C'est toujours un plaisir, patron. Bon, pas trop. Merci Georges, merci de ces interventions après cette dure semaine au stade. Ah bah écoute, je t'en prie, dure mais tellement bonne quoi. Bon, on se retrouve tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, donc spécial formation avec Jean-Michel Vandamme, avec des chroniqueurs particuliers. Il y aura vraiment un monde. Vous préparez vos questions, on pourra vous poser toutes les questions sur la formation. Quels sont les projets? Est-ce que le projet initial se concrétise avec les joueurs qui sont en éclosion en fait, dans le groupe professionnel? Est-ce qu'il y a des pépites qui vont arriver? On saura tout, on pourra poser toutes les questions. D'ici là, on va vous laisser, mais avant, vous savez qu'il y a une tradition au Bistrot d'Alelos, c'est qu'à 3, on pousse tous ensemble notre cri de guerre. Donc vous, nous, les piliers, vous, chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau, vous criez très fort, on va le faire très fort en pensant finalement au match contre le Real et en voulant remercier les joueurs de ce magnifique soirée. À 3, 1, 2, 3, allez, le LOSC. Salut, ciao. Ciao. Salut. Au revoir.